Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, la première du mois de mai. Nous sommes le 4 mai 2026, 19h32. Le quorum est établi. Monsieur Chrétien nous a justifié son absence. Je procède donc à l'ouverture de la séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal de la séance du mois d'avril? Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? On arrive au point 4.1, qui est mon rapport mensuel. C'est vrai, je dois me timer. Voilà. On y va. Parfait. Donc, pour mon rapport du mois, je débuterai en mentionnant que notre petit printemps s'installe. On a eu peur de débordements en fin de semaine, mais tout a bien été. On voit que les activités s'installent pour la période estivale. Tout se passe relativement bien. Les pêches commerciales commencent. Ça sent bon le printemps, le début de l'été. Nos organisations touristiques s'activent, événementielles également. Fait que tout est en train de dégeler un peu comme la météo présentement. C'est le fun de voir ça. De notre côté, on ne peut pas se permettre de dégeler parce qu'on est tout le temps bien à côté. Fait qu'on est tout le temps, les chaudrons sont toujours bien remplis et on avance le plus rapidement que possible sur la panoplie de dossiers qui nous occupent, toujours en ayant en tête et à cœur le mieux-être de notre population. Soulignant en début de séance que M. Chrétien ne pouvait pas être des nôtres, en fait, je vais lui offrir au nom du conseil municipal, au nom de toute l'équipe de la ville de Gaspé, nos plus sincères condoléances après le départ de son papa. On sait qu'il admirait et il aimait énormément son père, qui nous a quittés malheureusement sur la fin de la semaine dernière, ce qui explique le fait que M. Chrétien n'est pas des nôtres ce soir. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement avec mon bilan en rafale des rencontres et autres événements auxquels j'ai participé depuis mon dernier bilan. On va couvrir les 4 semaines du 7 avril au 4 mai inclusivement. Donc, si on inclut les 2 séances en question, plus celle de mi-mois, on aura eu 3 séances du Conseil, une autre séance de travail du Conseil, une assemblée, en fait, 2 assemblées de consultation, oui, en urbanisme. Des rencontres de travail individuel avec certains conseillers, une autre rencontre aussi en cours de semaine dernière avec les utilisateurs de l'Arena. J'ai eu un conseil d'administration de Destination Gaspé, un conseil régulier, un conseil extraordinaire de la MRC, en plus d'une rencontre de travail avec des membres de la MRC sur la gouvernance. Au niveau régional, j'ai participé à un CA de la Régie des matières résiduelles avec le conseiller Keys, qui la préside. J'ai un CA et 4 autres rencontres de travail avec la Régime. Une table des préfets, un regroupement des MRC de la Gaspésie, un conseil exécutif, une rencontre de travail, une rencontre avec le conseil régional de l'environnement pour l'Alliance de l'énergie de l'Est. Du côté de l'UMQ, avec le départ du maire de Varennes de la table des dirigeants, j'ai dû reprendre la charge de président ex-officio pour la prochaine année. Donc, quelques rencontres supplémentaires de ce côté-là, sur la scène nationale. Fait que plusieurs appels avec le président, avec le DG pour reprendre cette charge-là. J'ai aussi une rencontre du bureau des dirigeants, un conseil exécutif, une rencontre des présidents d'instances de l'Union, une commission des MRC que je préside, un comité aérien que je préside aussi, un comité sur les énergies renouvelables, un caucus des cités régionales, une rencontre du chantier sur la fiscalité municipale et j'ai participé à un webinaire du programme Maison Canada en logement. À part de ça, plusieurs rencontres internes sur toutes nos instances. S'ajoute à ça des rencontres politiques, notamment une rencontre de travail avec la chef Céline Cassivi de la Première Nation de Gaspègue et sa directrice générale. Une rencontre avec le député Monsef Deradji, qui est porte-parole de l'opposition officielle en transport et en santé. Et on a aussi eu ce matin une conférence de presse sur l'avancement du projet de la phase Arena, si on veut, du projet global de complexe multisport. À ça s'ajoutent 9 autres rencontres formelles avec des entreprises et des organismes durant le mois, dont la minière Cisco qui est venue rencontrer le conseil il y a 2 semaines passées, plusieurs appels téléphoniques, échanges écrits aussi avec plusieurs partenaires. À part de ça, j'ai participé à un cours de 2e cycle universitaire où j'étais conférencier sur la question de la gouvernance en transport aérien régional. Je suis allé en Matanie aussi comme conférencier sur la gouvernance municipale avec les forces, faiblesses, risques, opportunités rattachées à des regroupements de services ou des regroupements municipaux. Et j'ai participé aussi à une étude d'un étudiant en maîtrise à l'UQAM.
Porter quelques événements locaux en famille au lancement du festival Vue sur mer à la salle de spectacle avec les conseillers Keys et Rothman-Aubé. J'étais au lancement de la programmation du FMBM au paquebot. Et à leur invitation, j'étais aussi à la cérémonie de pose protocolaire d'une pièce de monnaie sur un nouveau projet du chantier naval Forion à Rivière-au-Nord. C'est un remorqueur qui est en construction. C'est une tradition que le chantier a remis sur les rails de toujours souder une pièce de monnaie sur la coque d'un navire. C'est une vieille tradition viking, semble-t-il. Fait que bref, ils font ça sur chacun des bateaux et bien souvent, ils m'invitent à aller les rencontrer. C'était très intéressant. Enfin, pour compléter mon bilan des 4 dernières semaines, en plus de la conférence de presse de ce matin, là, que je ne compte pas, j'ai dénombré 26 entrevues médias individuelles durant cette période, dont une à LCN, une autre à RDI. Donc, quand même un mois assez chargé au niveau médiatique. C'est en moyenne une par jour. C'est quand même un beau lot d'entrevues. Fait que c'est un peu ça le bilan des activités. J'enchaîne avec quelques dossiers de fond. D'abord, dans le dossier de l'Arena, rappelez qu'on avance. Il y a eu plusieurs soubresauts dans les derniers mois, notamment sur la question du site d'implantation. On a fini, à force de se questionner et de regarder 1 million de scénarios et d'essayer de pousser sur le scénario initial et de revirer de bord. On a jonglé avec tout ça pendant un certain temps pour finalement trouver une voie de passage qui allait respecter le plus que possible le fruit des consultations préalables, qui allait répondre au maximum de besoins exprimés par notre partenaire central, qui est le Centre de services scolaires des Chic-Chocs, qui souhaite rehausser, puis on le comprend, personne n'est contre la vertu, rehausser son offre de formation professionnelle de son côté, qui nous manifeste le besoin d'espace à cet effet. Donc, tout mis ça dans la grande mijoteuse et essayer de trouver la démarche la plus rassembleuse que possible, sachant que quand on rebrasse une soupe qui est déjà prête, ça peut toujours créer des soubresauts. Fait qu'on essaie de le faire de la meilleure manière que possible. Et on sait aussi que le Centre de services scolaires est un partenaire plus que central dans un dossier comme celui-là, puisque le programme d'aide financière dans lequel on applique relève du ministère de l'Éducation, Loisirs et Sport. Un appui ou un non-appui du Centre de services scolaires peut faire toute une différence dans le résultat d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation. Donc, ce matin, on a pu présenter en conférence de presse le fruit de ces réflexions-là, qu'on croit aller dans le meilleur intérêt global de la population et dans le meilleur intérêt des chances de réussite dans l'octroi d'une subvention majeure du gouvernement du Québec. Je le rappelle, sans la subvention, pas de projet. À moins que tout le monde dans la ville me dise on est prêt à avoir une augmentation de 500-600 pièces par année du compte de taxes pour les 25 prochaines années. Mais j'ai jamais entendu personne me dire ça. Fait que l'aide financière, c'est ce qui fait la différence entre hausse acceptable ou hausse inacceptable d'un compte de taxes. Donc, si on veut espérer avoir ces subsides-là qui sont essentiels pour un projet qui est essentiel, l'Arena étant en fin de vie utile, il faut rester le plus possible solidaire, montrer notre solidité envers le gouvernement. C'est ce qu'on tente de faire. Il reste beaucoup de devoirs à faire pour y arriver. La date limite du dépôt est le 22 juin prochain. Il reste beaucoup de travail à faire. D'abord, recueillir le maximum d'appui possible dans le milieu. Terminer les plans d'implantation, remplir la paperasse avec les argumentaires requis, terminer des nouveaux partenariats sur lesquels on travaille également. En parallèle du dépôt du projet, on doit avancer sur les études nécessaires pour conclure une viabilité, une saine implantation du projet dans son nouveau milieu récepteur, notamment les études de sécurité, de circulation, de stationnement. Et en partenariat avec le Centre de services scolaires, regarder la mutualisation des espaces pour optimiser le cœur du centre-ville. Ils ont des espaces de stationnement d'un côté de la ligne de démarcation des terrains. On peut en avoir de l'autre côté. Comment on peut optimiser ça pour avoir une meilleure fluidité, avoir la meilleure sécurité que possible dans le secteur? Puis ça, on y tient énormément. Donc, il y a tout ça à finir de travailler. On n'a pas besoin de l'avoir avant le dépôt du projet, parce que le jour du dépôt du projet, on n'arrête pas de travailler. Le jour du dépôt du projet, c'est pour avoir une aide financière. Ça ne veut pas dire que le projet est complètement canné. Il faut qu'il soit suffisamment canné, mais on est capable de le retravailler puis de le retoucher dans les mois qui suivront le dépôt du projet, sans le dénaturer pour ne pas se pénaliser au niveau de l'aide financière, mais on est capable de faire du fine-tuning après. Donc, ce n'est pas une fin en soi le 22 juin. C'est une étape nécessaire pour avancer, mais ce n'est pas une fin en soi.
Puis au fur et à mesure que le projet va évoluer, on aura de la marge de manœuvre pour optimiser, s'ajuster, etc., puis s'assurer de répondre au maximum de besoins que possible. À court terme, il faut finir la paperasse, il faut déposer le projet le plus rassembleur, le plus solide que possible en considérant les très nombreux impératifs qui nous sont tombés dessus dans les derniers mois, notamment aussi une contrainte temporelle là, on s'est posé beaucoup de questions, mais là, on arrive à un stade où on approche du minuit-1 puis du minuit. Donc, tout ça commence à presser parce qu'il y a des éléments qui nous sont tombés dessus aussi et puis sur lesquels il a fallu s'ajuster. J'arrête là-dessus sur le volet Arena. Petit mot sur le transport ferroviaire. C'est un dossier qui recommence à bouger, je dirais, de mieux en mieux. Les derniers échos sont positifs. Déjà, Via Rail débarque ici cette semaine. C'est bon signe. J'ai une rencontre cédulaire avec eux autres mercredi. Les plus hautes autorités de Via Rail qui viennent. S'ils viennent, c'est probablement qu'il y a un intérêt à redévelopper quelque chose. Notre député nous a dit aussi récemment que, via des médias, là, que l'étude des crédits budgétaires pourrait nous réserver des bonnes surprises à Québec pour avancer les travaux sur le dernier tronçon. On espère que c'est des vraies bonnes surprises parce qu'en juin 2023, il y avait une annonce de 871 millions, puis il y a seulement la moitié qui a été engagée depuis ce temps-là, soit 432 millions. Il y a 439 millions, donc, qui a été annoncé, puis qui n'est pas engagé. Puis avant que ça s'en aille ailleurs au Québec, cet argent-là qui était tagué pour la Gaspésie, on veut juste s'assurer qu'il retombe dans notre milieu. Pour certains, c'est toujours des gros chiffres, c'est de la grosse argent, certes, mais un investissement en transport ferroviaire, ça dure longtemps en tabarouette. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas eu grand pièce de mis depuis le début des années 1900 sur le tronçon ferroviaire, puis il est encore debout. Magané, mais encore debout. Fait qu'un investissement sur le chemin de fer, ça peut toffer 100-125 ans. C'est ça la période d'amortissement qu'il faut se donner. Fait que si on met 1 milliard sur un chemin de fer gaspésien, certains vont crier au scandale, c'est beaucoup 1 milliard. 1 milliard amorti sur 100 ans, ça fait toujours bien juste 10 millions par année, rough. 10 millions par année, alors qu'on met en moyenne entre 150 et 200 millions sur le réseau routier gaspésien, c'est genre 5 à 8-10 % max de l'enveloppe qui est consacrée au réseau routier. Puis l'investissement routier, ça dure quoi, 8-10 ans? C'est fini après? Bien, le ferroviaire, ça dure 100 ans. Je pense qu'il y a quelque chose, on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Je donne une certaine interprétation pour justifier que cet investissement-là peut se faire sur du très long terme et qu'on ne doit pas avoir une vue. En fait, on ne doit pas regarder ça à courte vue en se disant c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais beaucoup d'argent pour 100 ans, c'est pas si pire. C'est de même, je pense qu'il faut qu'on le voit. Fait qu'on a maintenu et on continue de maintenir la pression sur l'ensemble de ce dossier-là. Parlant de transport, petit mot sur le transport collectif. D'abord, rappeler. En fait, la situation financière de la Régie des transports de la Régie est de plus en plus précaire. Le gouvernement du Québec accuse maintenant, en fait, 17 mois de retard sur le versement d'une aide financière d'1,1 million de dollars qui aurait dû être versée en janvier 2025, qui ne l'est toujours pas. Fait que ça fait 17 mois qu'on a une régie intermunicipale gaspésienne qui finance le ministère des Transports du Québec. Il y a un autre 800 000 qui aurait dû être déposé au compte en janvier 2026. Toujours pas déposé. Fait qu'on est à 1,9 million de comptes à recevoir de l'État québécois, dont un compte qui est en souffrance de 17 mois. Durant ce temps-là, petite organisation régionale, elle empiète sur sa marge de crédit, mais là, on arrive à la fin de la marge de crédit. Fait que, si on veut pouvoir continuer d'offrir ce service essentiel-là, il va falloir recevoir un chèque qui nous est dû. Puis c'est un programme d'aide financière normé. Tout est là. Il reste qu'on dirait envoyer le chèque, mais ils se perdent dans leur paperasse. En parallèle, pendant qu'ils se perdent dans la paperasse sur le programme essentiel pour nous verser le chèque, ils ne se perdent pas dans leur paperasse pour nous réclamer des fois des petits montants qui ont été donnés par d'autres ministères, genre un 30 000 $ que le ministère de l'Environnement réclame à la Régie sur un trop donné sur une subvention du fonds vert. C'est ça. C'est ça. Il y a de la reddition de comptes qui va plus vite que d'autres salaires. Fait que c'est très, 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 très spécial que le gouvernement du Québec doive presque 2 millions à une société de transport régionale qui connaît toutes sortes de soubresauts au niveau de son financement, des coupures de programmes d'aide financière de 300 000 par année. Les revenus associés au carburant sont en baisse aussi. Puis, il y a des hausses fulgurantes des contrats externes de transport pour offrir le service. Les dépenses augmentent, les revenus baissent. À un moment donné, on va faire ça un mur. Et si le mur s'appelle annihiler les services de transport collectif et adaptés pour la région de la Gaspésie et des îles, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part dans le système. Surtout en adapté. Ça ne fonctionne pas parce que l'adapté est plus qu'un service essentiel pour des gens qui ne seront pas capables de se déplacer autrement. Fait qu'on est dû pour une sérieuse jase avec le gouvernement du Québec sur le transport collectif et le transport régional en général.
Je manquais de temps pour adresser le reste des choses. Je voulais vous parler d'industrie navale parce que là, j'étais négatif. Je voulais tomber dans le positif. Dans le positif, cette industrie-là se porte super bien. Il y a un gros événement national qui va avoir lieu à Gaspé en juin. Je tiens à le mentionner. L'équipe de la MRC travaille très, très fort là-dessus. Puis tout notre positionnement stratégique, autant dans la planification stratégique de la ville que dans le positionnement politique de la MRC, ça porte ses fruits. En conclusion, je veux féliciter Jean-Marc Rioux, citoyen émérite de Gaspé, qui a reçu le prix Hommage Bénévolat Québec récemment en raison de son engagement de longue date dans le milieu, notamment au milieu nautique, milieu sportif. Bravo et merci à Jean-Marc. Je manque de temps pour souligner nos athlètes, mais tous les athlètes, les artistes qui font rayonner notre Gaspésie, bravo et merci. Puis je veux saluer aussi la mémoire de Jean-Claude Côté, qui a été le premier préfet de l'histoire de notre MRC en 82, maire de Grande-Vallée de 78 à 86, qui a été mon directeur d'école, un homme que j'ai beaucoup admiré. Et je pense que la Gaspésie lui doit quand même beaucoup. Fait que beaucoup d'enjeux, beaucoup de dossiers. J'ai pas le temps d'aller plus loin pour ce soir. Fait que je vous remercie de votre attention. Puis faites attention à vous et aux gens autour de vous. Merci. Là-dessus, on va enchaîner comme on en a pris l'habitude. C'est pas encore dans l'ordre du jour précis. On va l'ajuster l'ordre du jour, mais on fait le tour les mots des conseillers avant d'aller à la période de questions du public maintenant. Fait que je vais y aller en ordre de quartier, puisqu'il n'y a pas d'échéance sur le temps. Fait que, M. Denis, vous êtes prêt? Oui. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. le maire. Tout d'abord, j'aimerais offrir mes condoléances à mon collègue et ami Luc Chrétien, ainsi qu'à toute sa famille pour la perte de son père au cours des derniers jours. Voici les activités de mon côté. Au cours du dernier mois, j'ai participé à plusieurs rencontres. J'ai pris part aux 2 séances régulières du Conseil. J'ai participé à une séance de travail avec mes collègues pour faire avancer plusieurs dossiers prioritaires. J'ai rencontré le directeur général et le directeur des travaux publics au sujet de la halte routière de Saint-Maurice pour discuter de certains travaux à y apporter. J'ai rencontré avec les membres du conseil la compagnie Météo Cisco afin d'aborder les impacts et les opportunités liées à leur activité. Et le même jour, nous avons aussi rencontré l'organisme Sentier du bout du monde. Le 1er mai dernier, j'ai participé au souper bénéfice en soutien à Anne Lesseller. Malgré le fait qu'elle se bat contre la maladie depuis l'âge de 15 ans, Anne fait preuve d'une force et d'un courage incroyables. C'est très touchant de voir notre communauté se mobiliser ainsi pour lui venir en aide. Durant tout le mois, j'ai également eu de nombreux échanges avec des citoyens et citoyennes de mon quartier, ainsi qu'avec des organismes locaux, comme l'Association Chasse-et-Pêche de Saint-Maurice et le comité de la Ligue de balle adulte de Petit Cap. Pour terminer, petit rappel concernant la collecte des gros rebuts. Pour le quartier numéro 1, celle-ci se fera le lundi 11 mai. J'invite tout le monde à profiter de ce service offert par la Ville et merci d'utiliser la collecte pour éviter la pollution et préserver notre environnement. Merci et bonne soirée à tous. Merci, M. Denis. Mme Giroux-Bossé. Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers citoyens, chers collègues. Ce soir, mon mot va être un petit peu plus court qu'à l'habitude puisque je me suis permis de prendre une petite semaine de vacances. Ça n'arrive pas souvent, mais au mois d'avril, je me le suis permis. Donc, j'ai tout de même participé à 2 séances du conseil municipal, un conseil des maires de la MRC de la Côte de Gaspé, une rencontre de travail sur divers sujets avec les membres du conseil municipal et la direction de la ville, une formation de l'UMQ sur les noyaux villageois et les cœurs de village, fort intéressant. J'ai aussi fait la relance des partenaires financiers de la navette de la Pointe de Forion. Donc, la problématique qu'on a présentement, c'est que c'était un projet pilote et que certains de nos financements qu'on avait obtenus l'an dernier, c'était seulement une fois, donc il n'y a pas de récurrence. Donc, on est en train de voir si on ne peut pas combler ces manques-là. Ensuite, j'ai participé à la balade pour Pierrot-Maxime et la prévention du suicide qui avait lieu la fin de semaine dernière sur la Pointe de Penouille. Donc, ça a été organisé par un citoyen, M. Guillaume Fortin, avec plusieurs collaborateurs. J'ai vraiment apprécié cet événement-là. C'est rare qu'on a des événements pour la prévention du suicide, puis on n'en parle pas assez. Et je pense que leur volonté, c'est vraiment qu'il y ait une récurrence au niveau de l'événement. Donc, j'espère là, que ça va continuer aussi l'année prochaine. C'est une cause très importante. J'ai aussi participé à une activité au centre communautaire Le Griffon
la fermette de Harris. Donc, en fin de semaine, là, les enfants pouvaient aller à l'église pour observer les animaux de la ferme. Puis, il y avait aussi plusieurs kiosques maraîchers. Donc, un très bel événement pour la communauté. Donc, merci beaucoup au CA et à tous les bénévoles impliqués. Pour terminer, je voulais vous parler un petit peu de certains projets majeurs qui avancent dans mon quartier. J'ai eu plusieurs discussions avec le président du Centre artistique de Kaposo. Donc, pour ceux qui passeront par le village prochainement, le projet avance très bien. Donc, on peut déjà voir là, que l'extérieur aussi est entamé. Donc, je pense qu'on va réellement avoir bientôt notre maison de la culture à Kaposo. Et donc, je le rencontre prochainement là, pour les prochaines étapes du projet. Donc, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vais m'arrêter là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Merci. Giroux-Bossé. Je vais céder la parole à M. Côté. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le maire, chers collègues. J'aimerais aussi souhaiter toutes mes condoléances à mon collègue Luc Chrétien pour le décès de son père. Voici un aperçu de mes activités du dernier mois. Le jeudi 16 avril, j'ai eu l'occasion d'assister à la rencontre des promoteurs immobiliers en matinée. En après-midi, j'ai rencontré le comité du parc de la rue Patrice Kenville afin de leur remettre un don personnel pour leur magnifique projet de parc intergénérationnel. Un projet inspirant pour toute notre communauté. Samedi, le 18, j'ai participé à la marche de l'autisme organisée par Demeure-toi. En après-midi, j'ai visité la cabane à sucre de la famille Dufresne, située dans mon secteur. Un endroit chaleureux et authentique. J'ai même eu droit à un cours 101 sur le parcours de l'eau d'érable de l'arbre à l'embouteillage. Une expérience vraiment enrichissante. Ils m'ont donné des petits sucrés aussi pour me remercier. Merci sincèrement à toute l'équipe pour leur accueil. Lundi, le 20 avril, juste avant notre séance régulière, nous avons rencontré les porte-paroles de la minière Osisco dans le cadre de leur projet à Murdochville. Une rencontre informative et très pertinente. Le jeudi 23, j'ai eu l'honneur de prendre la parole au nom de la Ville de Gaspé avec mes collègues James et Walter Olivier lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles. C'est toujours impressionnant de constater l'engagement de nos bénévoles. C'est toujours impressionnant de constater qu'il y a plusieurs personnes qui s'impliquent dans notre communauté. Puis ça fait depuis une vingtaine d'années et plus. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nos communautés. Le vendredi 24, j'ai assisté avec mon collègue Walter Olivier à l'inauguration du Belvédère 163, un nouvel espace collaboratif mis en place par Gestion Bourgade. Félicitations pour cette belle initiative porteuse pour notre milieu. Le samedi 25, j'ai rencontré un jeune entrepreneur de mon secteur, M. Dave Johnson, de l'entreprise Service industriel DM, spécialisé en soudage et en usinage avec une unité mobile. Il va partout et c'est toujours inspirant de voir le dynamisme entrepreneurial chez nous. Le mardi 28 avril, j'étais présent avec mon collègue Luc au dévoilement des finalistes de la soirée reconnaissance de la communauté d'affaires de la Côte de Gaspé qui se tiendra à Petite-Vallée en mai. Bravo à tous les finalistes. Le 29 avril, j'ai participé à ma réunion de CCU. Le 2 mai, j'ai eu le privilège de remettre une bourse au nom de la Ville de Gaspé à une finissante en sciences humaines. Félicitations à mademoiselle Manu Thériault, qui était la récipiendaire. Ma conjointe et moi avons également offert une bourse personnelle en soins infirmiers à mademoiselle Aimée Briand-Fournier. Félicitations à vous deux pour votre travail, votre persévérance, c'est admirable. Nous vous souhaitons beaucoup de succès par la suite. Et finalement, hier, avec mes collègues James et Walter Olivier, nous avons assisté à une séance information de la coalition pour le retour du train de passagers à Gaspé. Un dossier important pour notre région. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup, M. Côté. La parole sera à M. Keys. Bonjour tout le monde. Alors, en tout premier lieu, j'aimerais offrir mes plus sincères sympathies à notre collègue Luc et à toute la famille. Et ce soir, je ne ferai pas de bilan de mon dernier mois. Je vais réserver ça pour mes
mes autres plateformes. Je vais tout de même y aller d'une déclaration. Donc, ce matin avait lieu la conférence de presse annonçant la localisation du projet d'aréna sur le terrain du MTQ au centre-ville de Gaspé. Je vais vous le dire franchement, je ne suis pas au diapason avec la manière de faire de cette décision. Dire le contraire serait vous mentir, mais me mentir à moi-même aussi. Dans un dossier aussi important, les citoyens méritent qu'on leur parle franchement parce qu'ils nous ont fait confiance dans la démarche de consultation publique qu'on leur a proposée. Dans ce dossier, je pense qu'on doit être extrêmement prudent dans la façon de présenter les choses. Il s'est dit que même si le projet était initialement prévu derrière la polyvalente, les résultats des consultations demeurent cohérents avec le projet de complexe sportif. Je vais être clair, je ne partage pas cette lecture. Oui, un pôle sportif faisait partie des usages évoqués dans le rapport de consultation, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la consultation publique appuyait directement ou indirectement l'implantation d'un aréna sur le terrain du MTQ. Ce n'était pas le scénario présenté à la population, ce n'était pas la question posée. Et pour moi, c'est une distinction fondamentale. Pour ne pas alimenter le cynisme, nous avons le devoir de ne pas faire dire aux consultations ce qu'elles ne disent pas. La parole citoyenne doit être interprétée pour ce qu'elle est, avec honnêteté, nuance, rigueur et respect. Ce que la consultation permet toutefois de dégager, c'est un esprit général. Les citoyennes et citoyens ont exprimé le souhait de voir sur ce terrain des projets à échelle humaine, à faible impact, qui améliorent la qualité de vie, qui verdissent le centre-ville, qui favorisent les rencontres, qui respectent le voisinage, qui sécurisent les déplacements puis qui s'intègrent harmonieusement avec le milieu. C'est cet esprit-là que je crois qu'il est essentiel de préserver. Je suis pleinement conscient qu'en politique, on ne gagne pas toutes les batailles. Mais ce qui compte, c'est surtout ce qu'on fait avec celles qu'on ne gagne pas. Comment on les transforme? Comment on évite qu'elles deviennent des fractures au sein de notre communauté? Comment on s'assure qu'au bout du compte, notre population puisse en sortir gagnante? Je vais être clair, je ne suis pas du tout contre le projet d'Aréna. Au contraire, Gaspé a besoin d'une infrastructure sportive, moderne, fonctionnelle et rassembleuse. Je comprends l'importance du projet, les contraintes, les échéanciers, les programmes de financement et les choix difficiles qui se présentent à nous autres. Mais si l'Aréna doit aller de l'avant sur ce site, il ne doit pas arriver comme un projet qui remplace la vision citoyenne qui a été co-construite. Il doit arriver comme un projet qui s'intègre, qui la bonifie et la respecte. Faisons-en un véritable espace public, pensé, planifié, verdi, accessible et cohérent avec ce que la population a exprimé. Pour ce que le projet réussisse, le Centre de services scolaires des Chic-Chocs aura aussi un rôle majeur à jouer et je tiens sincèrement à saluer son engagement, à collaborer et à contribuer significativement à l'aménagement du secteur. Il va falloir refaire les accès, repenser la circulation, regarder sérieusement la mutualisation des stationnements, comme M. le maire venait de le mentionner, la sécurité des enfants, les liens piétonniers, les corridors scolaires, la cohabitation avec les usages scolaires, sportifs, résidentiels et communautaires. Ça en fait beaucoup, mais ce n'est pas impossible à concilier. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça va prendre des investissements, ça va prendre des choix courageux. Ça prendra une vraie volonté de sécuriser les parcours des enfants, de réduire les conflits entre les voitures, les autobus, les piétons, les cyclistes, puis de faire de ce secteur-là un exemple d'aménagement intelligent. Alors, je nous invite collectivement à être exigeants. Exigeants sur l'intégration urbaine, exigeants sur les espaces verts, sur la sécurité autour des écoles, sur les corridors scolaires, la mobilité active, exigeants sur la circulation, le stationnement et l'impact pour les résidents du secteur. Puis exigeants envers nos partenaires. Parce qu'un projet de cette ampleur-là ne peut pas réussir si chacun accepte de faire sa part. Pour moi, c'est là que se joue l'acceptabilité sociale pour ce projet-là. Dans notre capacité à reconnaître les inquiétudes, à entendre les nuances, à ajuster le projet et à démontrer que la parole citoyenne influence réellement la suite des choses. À la suite des consultations, on s'est engagé à privilégier un plan particulier d'urbanisme pour assurer une vision cohérente de notre centre-ville. Puis je pense que c'est essentiel. Mais ce PPU-là devra être plus qu'un exercice administratif puis un exercice de relations publiques. Parce qu'au bout du compte, notre responsabilité, ce n'est pas seulement de construire un aréna ou une infrastructure. Notre responsabilité, c'est de construire des ponts et de préserver la confiance de notre communauté. Cette confiance-là est fragile. Elle peut se perdre vite
très vite. Mais elle peut aussi se construire un geste à la fois, une décision à la fois, une parole respectée à la fois. Ce soir, je veux qu'on reconnaisse que la population n'a pas donné un chèque en blanc pour n'importe quel projet sur ce terrain-là. Elle a exprimé ses aspirations, elle a nommé ses besoins, elle a mis de l'avant une vision plus douce, plus verte, plus humaine et plus intégrée de notre centre-ville. Puis si l'Arena doit maintenant faire partie de cette équation-là, on a la responsabilité de l'adapter à cette vision et non l'inverse. Le centre-ville de Gaspé mérite un grand projet innovant, un projet rassembleur, un projet dont on pourrait être fier aujourd'hui, mais aussi avec la chaise des régénérations aux 20, 30, 40 ans. Mais cette fierté-là ne viendra pas seulement de ce que nous aurons construit, elle va venir aussi de notre capacité à dire aux citoyens « on vous a entendu ». On s'est ajusté, puis on va respecter l'esprit de ce que vous nous avez confié. Si on réussit à faire de ce projet un véritable projet de milieu de vie, on aura fait plus que construire une infrastructure. On va avoir démontré que la politique municipale peut encore être un lieu d'écoute, de respect, de nuances, de courage et de rassemblement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je vous ai laissé dépasser légèrement votre temps de parole. Je vous en remercie beaucoup, M. le maire. Parfait. Et on se reparlera de certains éléments de contenu parce qu'on n'a effectivement pas la même lecture ou on n'a peut-être pas le même rapport des consultations sous les yeux. On s'en reparlera. Monsieur Rothman-Aubé, je vais vous céder la parole maintenant. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Tout d'abord, je veux offrir mes condoléances à Luc Chrétien ainsi que toute sa famille pour la perte de son père au courant des derniers jours. Donc, pour continuer, voici un bilan de mes activités du mois dernier. En avril, j'ai participé à 2 séances de conseil ainsi que 2 séances de travail avec une séance de travail avec le conseil. J'ai eu 4 rencontres de travail et d'échange avec des partenaires importants de la communauté en vue d'un projet d'assemblée de quartier à Douglastown pour discuter de l'avenir de terrains communautaires. À la soirée, j'ai aussi été à la soirée de reconnaissance de l'action bénévole du câble au banc dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. J'ai participé au lancement de la programmation du Festival de musique du bout du monde. J'ai rencontré le comité citoyen qui est derrière le projet d'aire protégée d'utilisation durable pour les massifs de Douglastown. J'étais présent aux portes ouvertes de Belvédère 163, un nouvel espace de travail partagé mis par l'avant par Gestion Bourgade. Ensuite, j'ai eu une multitude de rencontres et discussions avec des citoyens et citoyennes concernant la qualité des routes de Douglastown à Sunnybank, en passant par le lien routier de Sandy Beach. J'ai été une consultation concernant le projet du complexe multisport dont vous avez bien entendu parler, je crois. J'étais à une rencontre avec des représentants de la Direction régionale de la santé publique et de l'Unité régionale de loisirs et sports pour discuter des collaborations potentielles en matière de soutien aux saines habitudes de vie. J'étais également aux célébrations de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs le 1er mai au centre communautaire de Douglastown. Et enfin, j'étais présent lors du rassemblement et de la conférence sur le retour du train à Gaspé à la gare intermodale. En terminant, je tiens encore à souligner l'engagement et la contribution importante des bénévoles au sein de notre communauté, que ce soit à travers des organisations communautaires, des institutions, des groupes citoyens ou même à travers leur implication bénévole à la ville. Ça fait une énorme différence pour la qualité de vie de tous et toutes. Évidemment, aussi de manière cohérente avec le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, je salue l'effort quotidien et régulier des différentes personnes qui participent à mettre des toits sur nos têtes, à nourrir nos familles, à prendre soin des enfants et des personnes vulnérables, à produire ce dont nous avons besoin pour vivre, des personnes qui captent et diffusent les séances du Conseil dans une volonté de transmission démocratique de l'information, des gens qui entretiennent nos infrastructures et des personnes qui luttent ou s'impliquent afin d'améliorer non seulement leurs conditions de travail, mais aussi les conditions de vie de l'ensemble de la population. On vous doit beaucoup et c'est ensemble qu'on pourra bâtir l'avenir que nous souhaitons de manière démocratique, souhaitons-le. Et pour les travailleuses et travailleurs qui sont fans de Star Wars, May the 4th be with you.
Here, here's a summary of my activities over the past month. In April, I took part in 2 council meetings and 1 working session with the City Council, different working meetings and discussion with key community partners for a potential project of neighborhood assembly in Douglastown about the different community sites all over the place. I participated at the Câble aux Bancs Volunteer Appreciation Evening. I was there at the launch of the program for the Festival de musique du Bout du Monde, meeting with a citizens committee behind the Sustainable Use Protected Area project for the Douglastown Hills, meetings and discussions regarding the quality of our roads all across the sector. And so many other meetings with different people of our community. Lastly, I've participated at the International Workers' Day celebrations on May 1st at the Douglastown Community Center, and I was also present at the rally and conference on the return of the train to the Gaspé at the Intermodal Station. And to conclude, I would like to once again highlight the commitment and significant contribution of volunteers within our community, whether through community organizations, institutions, citizen groups, or even through the city. They make a huge difference. And finally, in keeping with May 1, International Workers' Day, I salute the daily and consistent efforts of the many people who help put roofs over our heads, feed our families, care for the children, vulnerable people, and so on, and also for the people who fight or get involved to improve not only their working conditions, but also the living conditions of the population. We owe you a great deal, and it is only together, democratically, that we can build the future we desire. And for workers who are also Star Wars fans, May the 4th be with you. Merci, thank you, Monsieur Rothman-Aubé. Ça concluait votre mot? Oui. Parfait. 5 minutes 30, parfait. Donc, ça mettrait un terme au point, en fait, c'est le point 5 et 6 de l'ordre du jour. Fait qu'on va aller à la période de questions du public maintenant. Je vais prendre ça en note. Juste en guise de rappel, on se nomme, c'est maximum 5 minutes par intervenant, incluant questions et réponses. La parole est à vous, M. Michaud. Mon nom est Pierre Michaud, citoyen de Gaspé. Monsieur le maire, bonsoir. Madame, messieurs les conseillers. J'aimerais souligner, puis ça ne fait pas partie de mon temps, souligner le fait que vous avez, à quelques reprises ce soir, souligné de votre côté l'implication des citoyens, puis je vous en remercie. Je pense que c'est bien. Maintenant, je considère que vous autres aussi, vous faites beaucoup de bénévolat avec tout ce que vous avez énuméré de vos fonctions, de vos activités. Puis je vous en remercie aussi. Je pense que ça doit être souligné. Mon temps n'a pas compté encore, hein, monsieur le maire? Là, non, c'est bon. Théoriquement, oui, mais vous ne venez pas souvent. Je vous permets une dérogation. C'est bon. Comme j'ai permis 2 dérogations ce soir à la table ici. Bon, ben c'est bon. Gardez-moi, je veux vous parler de Forillon. Vous savez, en guise de contexte, eh bien, on sait tous qu'il y a eu une entente importante en 1969 entre le gouvernement d'Ottawa et celui de Québec pour la location d'un territoire qui a donné un bail amphithéotique donc de 99 ans, avec une clause importante de discussion sur une possible reprise de contrôle par le Québec de son territoire. Donc, on a été informé là, récemment, notre député a lancé l'avis ou l'information à l'effet qu'un avis avait été transmis à Ottawa pour éventuellement discuter de tout ça parce que le 60 ans, il va arriver en 2030. Donc, moi, j'étais dans mon auto et puis j'ai entendu mon maire s'exprimer sur le sujet à la radio. Et puis ça m'a surpris un petit peu. C'est la raison pour laquelle je suis là. Le maire questionne pourquoi la nation Gaspé n'est pas impliquée, que le regroupement des expropriés n'est pas impliqué. Moi, je me disais, est-ce que la ville est impliquée? Et puis ensuite, le maire dit, il estime que la gestion du parc devrait rester entre les mains d'Ottawa, à moins que le gouvernement du Québec lui fasse la preuve du contraire.
Bon, là, j'ai dit, c'est l'avocat qui vient de parler, il vient de faire un renversement de fardeau de preuves, mais c'est pas de même que ça marche, vous le savez très bien. Et puis, là, j'étais un petit peu déçu parce que je me dis, mon maire vient de donner une orientation au dossier. Ben, là, j'ai dit, qui vient de parler? Est-ce le maire au nom du conseil municipal? Est-ce que c'est M. Daniel Côté à titre personnel? Est-ce qu'il y a eu des discussions, une orientation par rapport à ce dossier-là, de discuter au conseil? Bien, je voudrais savoir, M. le maire, c'est quoi, là, à quel titre vous vous exprimez comme ça? Puis d'autant plus que vous mettez en doute la capacité, si éventuellement c'était la CEPAC, de prendre en charge un dossier comme celui-là, alors que cette institution au Québec fait d'excellents travaux, puis du beau travail dans la gestion de parcs. Peut-être pas dans des terrains de golf et des restaurants, mais quoique des restaurants, si on va au gîte du Mont-Albert, c'est exceptionnel, puis dans l'hôtel de Chic-Choc aussi. Donc, ça m'a refroidi. J'ai dit, écoutez, il faut documenter, il faut discuter, il faut consulter, il faut être capable de faire une analyse. C'est très sérieux, c'est un dossier majeur pour notre secteur. On ne peut pas le traiter comme ça. J'aimerais ça savoir comment ça se fait que vous faites une intervention comme celle-là. On n'est pas là. En fait, je réponds aux questions des journalistes quand elles me sont posées, puis on n'en est pas là. En fait, il faut le documenter. C'était ça. La base de la réponse, c'était qu'il faut le documenter. Puis quand on me pose la question de façon pointue, qui est le meilleur gestionnaire entre Québec et Ottawa? Ça dépend des périodes, ça dépend des parcs. C'était ça le cœur de la réponse. Avec la CEPAC, on a eu la mauvaise expérience. En fait, pas tout le temps. Les dernières années à Prével, c'était des mauvaises expériences de gestion, mais les premières années étaient extraordinaires. À Forillon, c'est l'inverse. On a eu 40 ans de gestion plus ou moins discutable, ou de sous-investissement chronique plutôt. C'est pas de la gestion, c'est le sous-investissement qui était chronique de la part d'en haut. Puis à un moment donné, renversement de situation, les millions volent, etc. Présentement, dire que ça va mal avec les institutions fédérales dans la gestion du parc, ce serait mentir. On ment pas, ça va bien, les relations sont bonnes, l'investissement est au rendez-vous. Est-ce que ça va être encore le cas dans 5 ans? Je ne sais pas. Mais à tout le moins, il faut en discuter. Puis je suis d'accord avec vous, là. Mais la première période de discussion, en fait, moi, ce qui m'a déçu, vous avez peut-être été déçu d'un élément de l'ensemble de la réponse, certes. Moi, j'ai été déçu de l'approche qui ne tenait pas en compte les sensibilités du dossier pour les Premières Nations et pour les expropriés, qui l'ont appris par médias interposés de la part de leurs députés ou des autorités provinciales. Ça m'a chatouillé un petit peu. Je me suis dit, peut-être que ça aurait été bon de leur passer un petit coup de fil avant pour éviter l'effet de surprise. Dans notre cas, il n'y a pas de position du conseil là-dessus. C'est pas une position de... En fait, je suis le porte-parole de la Ville de Gaspé et du conseil. C'est ça mon rôle de maire. J'ai soumis des questions, mais je n'ai pas d'a priori. Puis je l'ai répété 1000 fois dans l'entrevue ou dans les entrevues que j'ai données. Je ne sais pas quels bouts qui sont diffusés. Des fois, sont rarement diffusés en intégrale, là, mais je n'ai pas d'a priori. Mais ce n'est pas une position du conseil municipal, donc. C'est une position officielle de la Ville de Gaspé par son porte-parole, mais ce n'est pas une position adoptée par résolution du conseil municipal, parce qu'on n'en a pas discuté en conseil municipal. Non, mais si je dois discuter de chacune des entrevues que je donne aux médias avec le conseil, on n'est pas sorti du bois parce que j'ai un micro en dessous du nez, je vous l'ai dit, j'ai donné une 30aine d'entrevues dans le dernier mois. Si ça me prend une résolution à chaque fois qu'il faut que je parle... Oui, mais monsieur le maire, un dossier majeur comme celui-là, on peut dire aux journalistes, écoutez, c'est trop sérieux là pour que je puisse prendre position sur le tas. Voulez-vous, on va regarder les choses, puis on vous reviendra dans une quinzaine de jours. Je vais en parler à ma gang, puis on va prendre une orientation là-dessus. Pas obligé de prendre d'orientation maintenant. C'est dans 4 ans, c'est dans 5 ans. Il faut étudier cette question-là. Il faut l'analyser, il faut la peser. C'est bon aussi de consulter la population. Tout à fait. Et puis, maintenant, je veux dire, moi, je trouve qu'il aurait été indécent pour le député de Gaspé de ne pas soulever cette question-là. Et puis qu'on se retrouve après délai et dire « Oh, on a passé tout droit. » Non. Comment se fait-il qu'on a passé tout droit? Ça aurait été indécent. Et puis, par contre, moi, je l'ai trouvé courageux de faire ça. Puis je pense peut-être que des fois, dans la manière, on a des petits problèmes, tu sais, mais moi, je suis prêt à excuser ça. Je me dis, regardez, l'important, c'est qu'on fasse la discussion, qu'on la fasse correctement, qu'on pèse le pour, le contre. Puis c'est pas un jugement, j'espère que ça ne se fera pas sur un jugement de la qualité
de l'intervention du fédéral. Ben non. C'est pas ça qu'il faut juger. C'est sur l'intention réelle du Québec de reprendre le relais. C'est ça la question. C'est un bail. Tout à fait. C'est un bail. Puis actuellement, ben, le locataire se comporte comme propriétaire, Tout à fait. puis il se permet même de céder des choses qui ne lui appartiennent pas. Il n'est pas propriétaire, il est locataire. C'est comme quelqu'un qui décide qui vit dans un condo, puis il gère un condo, puis il commence à vendre les. Tiens, c'est le gestionnaire, c'est pas le propriétaire. Donc, c'était ça que je voulais vous exprimer, ce point de vue-là. Je trouve ça important. Et on est totalement Puis, d'accord. je pense que la Ville de Gaspé a un rôle majeur à jouer dans ce dossier-là. Puis, c'est sur votre territoire. Puis, vous devriez être l'interlocuteur principal du parc puis du gouvernement du Québec dans ce dossier-là. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Puis on espère effectivement être impliqué et consulté parce qu'on ne l'a pas été, sauf par médias interposés. C'est ça qui est un peu particulier dans un dossier sanguin comme celui-là. Ça commence, effectivement. Des fois, il y a des manières de commencer les choses autrement. Voilà. Mais merci beaucoup de votre intervention. Puis je peux vous assurer qu'on n'est pas en porte-à-faux, vous et moi. On est essentiellement au diapason. Ouais. Merci à vous. Madame Leduc. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Mon nom est Gabrielle Leduc. Je m'excuse d'emblée parce que je vais devoir quitter après la période de questions parce que j'ai d'autres obligations. Donc, je voulais vous le signifier. Mon intervention va avoir... en fait, c'est à propos de l'annonce qu'il y a eu ce matin concernant le nouvel emplacement de l'Arena. Tout d'abord, je pense qu'on devrait apporter, en fait, une précision parce que le projet change de nom. À peu près à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le mentionne dans les médias, on parle de complexe sportif, complexe multisport, Arena. Je pense que ça peut porter à confusion dans la population. Je pense que le terme Arena, en fait, vous le ramenez souvent, c'est le meilleur terme parce que c'est pas un complexe multisport, définitivement. Donc, je pense que c'est important d'apporter cette clarification-là. Ensuite, vous parlez de ce projet-là comme un projet rassembleur. C'est ramené souvent sur le tapis. J'ai beaucoup de difficultés à qualifier ce projet-là de rassembleur. Premièrement, parce qu'il va être implanté sur un terrain où la population s'est prononcée en faveur principalement d'autres projets. Deuxièmement, parce qu'il va y avoir un impact important sur le projet des corridors scolaires. Et troisièmement, parce qu'il ne touche qu'une fraction de la communauté sportive. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à trouver ce projet-là qui va coûter 32 millions rassembleur. Je pense qu'on a déjà vu des projets plus rassembleurs que ça dans la communauté. J'ai une question, en fait. Ce matin, vous parliez à la conférence, vous disiez vouloir consulter les citoyens en lien avec cette nouvelle-là. Ma question, c'est à quoi ça va servir une autre consultation si vous n'avez pas déjà pris en considération le résultat de celle que vous avez spécifiquement demandé concernant la revitalisation du terrain du MTQ et du terrain de l'Arena et que la décision s'est prise unilatéralement du Conseil? En fait, à cette question-là, je vous dirais, on n'a peut-être pas tous les mêmes lectures du rapport de consultation qu'on a sous les yeux. Le conseiller Keyes a évoqué sa lecture. Moi, j'ai la mienne aussi, puis on a à peu près tous la nôtre, mais dans les rapports de consultation, l'idée sur le terrain du MTQ d'Arena ressort à plusieurs reprises par le fruit des consultations. L'idée pôle sportif, pôle mixte ressort au deuxième et troisième rang des consultations, puis l'idée espace vert sortait dans la première thématique, parc espace vert. Et le projet d'Arena prendrait un tiers du terrain, il reste les 2 tiers, où on a encore un bon grand terrain de jeu pour aller de l'avant avec le PPU, etc. Le terrain de l'actuel Arena peut aussi être intégré dans une démarche de plan particulier d'urbanisme, donc redémarche consultative telle que mentionnée. On était un peu dans une impasse. C'est ça qui a provoqué le fait qu'on a pris la décision de prendre une partie de ce terrain de jeu-là pour proposer de mettre l'Arena sur ce terrain-là. C'est un peu de même que ça s'est fait, mais il reste quand même les 2 tiers du terrain en question, il reste quand même le terrain de l'Arena. Donc, sur les 2 grandes galettes de terrain qu'il y avait, il reste à peu près 80 % et plus des grandes galettes de terrain où on peut encore jouer dans un plan particulier d'urbanisme et arriver à d'autres conclusions. Ce qui m'étonne, en fait, dans tout ça, c'est vous avez commandé, en fait, une étude, vous avez commandé un rapport, et là, personne ne s'entend sur la lecture de ce rapport-là. Donc, à quel point il est clair? Moi, j'en ai fait une lecture quand je l'ai reçu, et à aucun moment, je me suis dit, il va y avoir un aréna sur ce terrain-là. D'autant plus que j'ai personnellement participé aux consultations, et on nous a expressément dit
ne parlez pas de l'aréna en consultation, ça va être traité ailleurs. J'étais là, les gens ont commencé à lever la main. Oui, mais l'aréna, non, je vous arrête tout de suite. On ne parlera pas de l'aréna aujourd'hui. Ça, c'est déjà ailleurs, c'est déjà dans un autre projet. Donc, on nous a expressément mentionné de ne pas nous exprimer par rapport à ça. Et là, comme par hasard, je te sens surpris, là, j'étais là. OK. Et là, par hasard, ça ressort dans le projet, dans le document. Donc, très surprise de ce côté-là. Ma deuxième question. C'est quoi votre plan si le projet est refusé pour une 3e année consécutive? Donc, ça fait déjà 3 ans que ça roule. J'imagine que vous avez un plan si vous ne voulez pas avoir de bris de service. Hein? En fait, il y a toujours des scénarios sauvetage de l'aréna actuelle qui peuvent exister, mais qui sont de plus en plus difficiles en raison de la dégradation de la dalle de béton et de la fondation de l'actuelle aréna. La dégradation de la dalle se fait en bonne partie par les fuites qui sont autour des conduites de fréon, en tout cas de gaz réfrigérant qui passent dans la dalle. Il y a de temps en temps une petite fuite à gauche et à droite, ça dégrade beaucoup la dalle de béton. Fait que ça devient de plus en plus difficile. Par contre, nos équipes cherchent toujours des morceaux de compresseurs à gauche, puis des morceaux de compresseurs à droite, puis d'autres vieux compresseurs de d'autres arénas qui pourraient fitter sur le système actuel pour être sûr que le respirateur artificiel soit maintenu là le plus longtemps que possible. On s'entend que même si on se fait dire oui, il faut que l'actuelle aréna survive pendant au moins 3 ans. Et les compresseurs actuels lâchent de temps à autre et on les rafistole. Mais à un moment donné, on sait qu'il y a une limite au rafistolage. Si jamais on se fait dire non, ce qu'on ne souhaite vraiment pas, il faut vraiment pas que ça arrive, on va encore continuer de rafistoler le plus qu'on peut. Mais à un moment donné, il va y avoir un rapport d'ingénieur qui va arriver en disant la dalle est tellement dégradée qu'il ne fait plus de glace là-dessus, ça va planter. Vous mettez peut-être qu'à un moment donné, dans 5 ans, dans 8 ans, je ne sais pas quand, on va nous dire vous mettez à risque les utilisateurs parce que c'est trop dégradé. Présentement, c'est encore sécuritaire. Ça se dégrade, mais c'est sécuritaire. Sauf qu'il va arriver un moment donné où ça ne marchera plus. Le jour où ça ne marchera vraiment plus, il va y avoir des ruptures de service monumentales. Puis ce jour-là, je m'attends à ce que la salle soit beaucoup plus pleine ici, à toutes les séances, parce que c'est sanguin, c'est des sports. On parle de hockey, là, mais il n'y a pas juste du hockey qui se fait à cette aréna-là. Là. Il y a quand même plusieurs sports qui se font à l'aréna. Il y a beaucoup de clubs, des clubs qui ont débuté des activités. Il y a une nouvelle initiative en curling qui vient d'arriver. Il y a quelques années, c'était du patinage de vitesse. Il y a eu du hockey-luge. Il y a, oui, le hockey, le patinage artistique qui sont plus traditionnels. Il y a plein d'activités qui se font là. Mais le jour où ça va péter pour de vrai, je sais que j'ai entendu dans une théorie, tout le monde ira à Rivière-Nord. Il n'y a pas de place pour tout le monde à Rivière-Nord. C'est plate, là, mais l'aréna de Rivière-Nord ne devrait pas être à pleine capacité jour et nuit, 24 sur 24. Mais on ne peut pas garder une aréna 24 sur 24 non plus. Et la remplir 24 sur 24. C'est pas tout le monde qui est disponible 24 sur 24. Fait que l'aréna de Rivière-Nord est presque à saturation. On pourrait patcher quelques trous à Rivière-Nord. À la limite, on pourrait envoyer des gens à Murdochville puis à Grande-Rivière à 1 heure et quart de route. Mais est-ce que c'est viable? On n'est pas convaincu. Fait que le plan B, il est comme rafistolage. En fait, je suis un petit peu étonnée d'apprendre que vous n'avez pas de plan B alors que votre cheval de bataille, c'est que la ville ne soit jamais en rupture de service. Hein? Donc là, c'est comme, c'est ce que vous dites toujours. On ne veut pas de rupture de service, mais il n'y a pas de plan B officiel. Donc, vous n'êtes pas prêt demain à vous revirer de bord puis construire un nouvel aréna si jamais. Donc, la rupture de service, elle va arriver, là. Il pourrait y avoir une rupture de service si jamais l'actuel aréna n'est plus capable de le rafistoler. Pourquoi pas se préparer en amont dans ce cas-là? Bon, on se prépare en achetant les composantes requises. Mais en fait, il pourrait y avoir un plan B1, B2 ou C qui pourrait être faisons l'aréna quand même, sans subvention, avec l'impact sur la taxation citoyenne. Ça pourrait être un plan aussi. Mais il n'y a pas... souvent, les gens ont l'impression qu'on s'en va avec une Cadillac, cette aréna-là. C'est pas une Cadillac, c'est un aréna. C'est un aréna avec quelques petits plus. Les petits plus sont les suivants. Ils sont très simples. Ils ne sont pas très coûteux. Il y a une salle multifonctionnelle, parce qu'on a besoin de salles au centre-ville. Ça nous a été manifesté plusieurs fois. Quelques locaux d'organismes, des petits bureaux. Ce pas des locaux grands comme l'Hôtel de Ville. Là. C'est des petits bureaux. Il y a 5 ou 6 petits bureaux. Salle multifonctionnelle. Puis, tant qu'à faire les gradins, c'est désigné en fonction qu'il y a une piste de course intégrée. Mais ça a l'air gros, là, mais c'est vraiment pas coûteux. Fait que c'est les seuls plus qu'il y a versus un aréna. C'est un aréna de, grosso modo, entre 900 et 1000 places. Moitié à debout, moitié assis. Fait que c'est rien d'extravagant. Mais c'est rendu, les coûts sont
complètement pharaonique. Il y a 10 ans passés, ça aurait été 8 millions. C'est fou. Est-ce Les que coûts. vous seriez ouvert à ce stade-ci à vous asseoir pour regarder une nouvelle proposition de projet? Un complexe multisport mutualisé avec une glace qui atteindrait un coût de 36 millions. Est-ce que vous seriez prêt à regarder sérieusement un plan comme ça? Je dirais qu'il est plus que minuit moins une pour le dépôt actuel. Je pense qu'on devrait remettre le focus sur le dépôt actuel du projet. Si jamais ça ne fonctionnait pas, on pourrait regarder effectivement un plan B comme celui-là, effectivement. Parfait. Sinon, on va devoir le refaire, puis on a des partenariats en élaboration actuellement qu'on ne voudra pas non plus démolir, mais on est ouvert à toutes sortes de propositions, effectivement. Fait que, on est ouvert. On est ouvert. Merci. Ça vous va? Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce stade-ci? Monsieur Dupuis. Bonsoir, madame, messieurs. J'ai 2 sujets, M. le maire. Je vais essayer d'y aller rapidement. Vous ne serez pas surpris que je vous parle de la cabine numéro 5. Oui, à Lens-Avalo. À Lens-Avalo. J'avais demandé une rencontre avec le comité de démolition. Je n'ai jamais eu une accusée de réception. Oui, on va vous rencontrer. J'ai rencontré le comité de développement de Lens-Avalo. Les personnes, les administrateurs, administratrices étaient ouverts au projet, mais ils n'ont pas les ressources humaines, ils n'ont pas les capacités financières, ils n'ont pas de soutien d'un agent de développement pour aller de l'avant avec un tel projet. On a dans les quartiers, entre autres, c'est un exemple, le quartier de Lanse-Griffon, la communauté de Lanse-Griffon, s'il n'y avait pas eu des personnes scolarisées, capables de gérer et de préparer des dossiers comme ça, le projet n'aura jamais eu lieu. Et à ce niveau-là, moi, je demande à la ville de Gaspé, on a un agent de développement économique à Gaspé qui travaille pour le développement économique. Bravo, c'est le fun. On en voit les résultats. Mais pourquoi on n'aura pas un agent de développement communautaire qui sera attitré à accompagner les organismes communautaires dans leur démarche? C'est un besoin urgent. Il y a de l'épate d'énergie, il y a de l'essoufflement. Puis j'entends souvent dire des administrateurs, administratrices dire « Moi, c'est ma dernière année. Puis les autres autour de la table, maintenant, on va faire quoi? Pour en revenir à mon projet, je le laisse tomber parce qu'il n'y a aucun support, je n'ai eu aucun élément de support de la ville de Gaspé, sinon une écoute comme vous faites ce soir. On établit on nomme des bâtiments faisant partie du patrimoine bâti. On fait juste les nommer. On fait quoi? On fait quoi à part les avoir nommés? On les laisse périr? C'est ce qui est en train de se faire. Les gens de Lens-Avalo, ils m'ont dit, Jean-Yves, projet bien intéressant, mais ça fait des années qu'on travaille sur le complexe TAP. C'est vrai, la Ville, je pense, avait déjà donné des subventions. Puis la Ville subventionne toujours bien, comme le projet de Pointe à la Renommée. Mais on dit, quand on a rapatrié le fort, l'argent qui était comme prévu pour le complexe TAP a été transféré au fort de Pointe à la Renommée. On a la belle réussite. On a un exemple de participation citoyenne engagée, persévérante. Les gens se disent, on aimerait bien le développer, le complexe TAP, mais ça nous prend du support. Ça nous prend du support, ça prend des ressources professionnelles. La maison TAP, elle va tomber d'ici, je ne sais pas, quelques années. Il faut faire quelque chose si on ne veut pas broyer après. Fait que c'est urgent que la Ville se dispose d'une politique du patrimoine bâti. C'est urgent. Puis, je suis heureux, cependant, parce que le M. Aidé Dumarais va récupérer la maison. J'ai ça dire la cabine numéro 5, parce que c'est une maison. Il va la récupérer dans un but de conservation patrimoniale également. Je le remercie. C'est sûr qu'elle va se déplacer de Lens-Avalo, mais au moins, elle va avoir une troisième vie.
Je vous remercie. Est-ce que je peux donner un élément de réponse à vos questions? Oui, En oui. fait, des éléments, souvent on dit la ville, mais il y a l'entité MRC aussi qui nous couvre, qui couvre notre territoire et que des agents de développement rural pour soutenir les organismes. Souvent, les gens ont le réflexe de voir la MRC pour chercher un chèque, là. Mais la MRC, c'est pas juste une boîte à mal de chèques, là. Il y a du personnel qui peuvent aider. Puis à la MRC, on est présentement en processus d'embauche d'un agent de préservation du patrimoine aussi. Fait que ces éléments-là, je pense qu'on est proactif, mais c'est chacun un peu. En fait, il y a des rôles villes, il y a des rôles MRC. Dans ce cas-là, ça fait partie des rôles et des mandats MRC. Mais on est là et on est. Et il y a du monde qui est embauché à cet effet-là. En patrimoine en particulier, on va être une des premières MRC au Québec à avoir un agent de protection du patrimoine. Et on a été, je pense, la première MRC au Québec à avoir son répertoire du patrimoine bâti. Fait qu'on a quand même une certaine proactivité ici. On tient à notre histoire, puis on tient à ce que ce soit préservé. Des fois, on a des réussites. On a ce soir une autre belle réussite qui est le manoir Le Boutillier dans les points de l'ordre du jour, là, où on va remettre 1,4 million. Bref, il y a des éléments de succès, puis effectivement des éléments d'écueil. Je me rappelle, il y a quelques années, la maison Casse au centre-ville qui a été démolie. C'est après ça qu'on a mis en place des processus de plus grande protection du patrimoine, après cet écueil-là. Mais la cabine, heureusement, elle est sauvée par un propriétaire privé. La cabine, la maison, cabine. Je ne sais plus comment l'appeler moi non plus, M. Dupuis. Mais bref, il y a des pas quand même qui se font et il y a du personnel disponible. Du côté de la MRC en particulier, dans tout ce qui est développement rural, support aux organismes, il ne faut pas hésiter à les appeler. Oui, mais moi, je m'adresse à mon maire, Ville de Gaspé. Oui. Transférons pas notre responsabilité à une autre instance. On peut fusionner la MRC, on va avoir la même responsabilité. Mon deuxième, Pour vrai, c'est mon le même deuxième qu'on point, je vais essayer d'être bref parce que Mme Leduc a bien introduit mon sujet, puis j'apprécie énormément le plaidoyer du conseiller James, qui, à mon avis, rejoint énormément beaucoup de citoyens et de citoyennes. Moi, ce matin, quand je suis rentré et j'ai vu qui était dans la salle ici, j'ai dit « Oh, il se passe quelque chose. On a manqué quelque chose. » Et pourtant, je suis assez à l'affût de ce qui se passe dans ma communauté et dans ma municipalité. Lorsqu'on a procédé à la consultation pour le plan stratégique, il y a eu une belle participation. Il y a des éléments qui ont ressorti. Gabriel en a fait ressortir tantôt des intéressants où la participation citoyenne est à noter et des milieux de vie intéressants, fonctionnels, mettons des qualificatifs. J'ai posé la question à un moment donné ici, moi, qu'est-ce qu'on fait? Où en est rendu le dossier du MTQ et de l'ARENA? On m'a dit, c'est en stand-by, on va analyser, puis on va aller en consultation. Et j'apprends aujourd'hui, puis j'ai reçu juste le PowerPoint juste avant de partir de la réunion, puis j'ai vu 27 avril, consultation des clubs sportifs. Bon, combien? Sur quoi? Les clubs sportifs, ils veulent une aréna, qu'elle soit au centre-ville ou qu'elle soit à Sierra-Bouillotte, ils vont aller patiner. Parce que les gens de Douglastown, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent pour aller patiner là où est l'aréna. Saint-Magéric, Anse-Griffon, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas une question de proximité. Il y a une question d'accessibilité, mais ce n'est pas une question de proximité. Suite à cette... quand on m'a dit ici, on va en consultation, je regarde le 27 avril, oh, puis on est à un mois du dépôt du projet, à minuit moins une, comme vous avez dit. Donc, aucune possibilité. Puis, il a été dit qu'on irait en consultation pour le plan B ou le projet X. Il n'y a pas eu de consultation publique parce qu'on n'a pas été invité à la consultation publique, contrairement à ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il faut reculer puis aller, comme Mme Leduc l'a dit, venez nous voir, on a des idées. Puis l'aréna, ce n'est pas seulement une question d'usager, c'est une question publique. Moi, ça m'intéresse l'aréna. Je ne joue pas au hockey, mais ça m'intéresse l'aréna comme lieu d'animation d'une communauté. Ma question, on a écouté ce matin ça, puis moi, je me dis, Christy,
j'ai jamais entendu mon conseiller municipal adopter une résolution pour le changement de site. Ce qui aura dû être fait. C'est plus la même chose, là. Puis quand on vient me dire que c'est plus possible, en arrière de la CA Polyot, je m'inscris en faux. Il y a du terrain en masse. Puis qu'on vient de me dire on va élaborer, construire des laboratoires, il y a du terrain en masse. Quand on nomme Ossisco, il n'est pas arrivé avant hier, là. Il est là depuis 10 ans. Donc, pourquoi on n'a pas allumé avant? On va dire, bien, maintenant, on a besoin, Cisco est là. Puis la construction navale, on en a besoin. Il y a de l'espace en masse, il y a des laboratoires. Je crois que les avantages, toutes les données qui militaient en faveur du site de CA Polyot sont encore vraies. Comme dit pas le contraire. Alors, pourquoi transférer ça au centre-ville alors qu'il y a des beaux projets qui ont été identifiés pour animer le centre-ville? Bon, pourquoi il n'y a pas eu une résolution municipale pour changer ça? Pourquoi, en fait, la résolution n'est pas prise à l'heure actuelle. Il y a plusieurs de vos questions qui devraient être adressées plus au centre de services scolaires ou, je ne sais pas, au conseil d'établissement de CA Polyot, je ne sais pas à qui, là, mais sur l'utilisation des terrains derrière. Nous, on a reçu cette pression-là dans un mémoire du centre de services scolaires déposé dans les consultations publiques dont on parle ad nauseam. On l'a reçu à ce moment-là. On s'est dit c'est un mauvais rêve, ça n'a pas de sens. On a toujours eu l'appui. Et après ça, on a entamé des discussions qui ont été parfois houleuses et ensuite plus constructives. On a ramené le dossier au conseil municipal en séance de travail à plusieurs reprises. On a eu des discussions aussi, parfois houleuses, parfois constructives. Puis on a tenté de trouver la meilleure voie de passage que possible. Ça, c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais il y a des questions sur les espaces et sur le pourquoi le centre de service a besoin d'autant de terrain derrière CA Polyot. Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'il n'y a pas de plan précis de bâtiment à l'heure où l'on se parle. Par contre, il y a des besoins qui sont clairement manifestés, mais sur quel empiètement territorial, je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de plan de bâtiment à l'heure où l'on se parle. Ça ne nous a pas été déposé encore. Par contre, l'appui, je dirais, politique, si on veut, ou institutionnel du centre de service, c'est une condition plus que gagnante pour recevoir un oui d'une aide financière dans un programme du même ministère. C'est pour ça qu'à un moment donné, on choisit aussi à quel point on cause de la friction avec nos partenaires ou à quel point on se réallie avec nos partenaires. La commission scolaire, le centre de service scolaire avait donné son appui Tout à fait. pour le projet initial. 2020 plus 2023. Et on essaie de voir, de développer l'arrimage entre l'installation d'un aréna et les besoins de l'école et l'entourage, ça peut se faire sans un aréna sur place. C'est facile à faire. Il y a des beaux aménagements, c'est grand. Mais quand on me dit aussi qu'on va prendre un tiers du territoire qui est disponible, j'ai les breaks. Je mets les breaks. Puis, est-ce qu'on va continuer à mettre au centre-ville de l'asphalte? C'est ça, notre démarche de vision. L'asphalte. J'entendais aujourd'hui qu'éventuellement, c'est peut-être du patinage, là, que le terrain du Mastro sera acheté pour faire du stationnement. Là, je dis ça sous toute réserve, c'est peut-être du patinage, mais quand ça circule, et aussi... Je n'ai pas entendu celle-là. Ça me fait rire. Qu'un certain entrepreneur à Gaspé achètera une partie du terrain de l'aréna pour agrandir son stationnement. Je trouve ça hallucinant, comment, des fois, c'est pas ça qu'on va faire. Le Facebook populaire annonce des choses. Mais ma question aussi, en conclusion, oui. Là, on a dit qu'on allait nous consulter. Il reste un mot. Pour une consultation publique, là, c'est short. Puis moi, qu'on se restreigne à consulter des utilisateurs, des usagers, je trouve que c'est manquer notre rôle. Tout citoyen, toute citoyenne a le droit de se prononcer
Parce qu'il y a des jeunes là, qui ont 14 ans. Dans 10 ans, ils vont avoir 24 ans. Ils ont quelque chose à dire sur ça aussi. Fait que je pense que avec le plaidoyer, je ne l'appellerai pas manifeste de M. James, et l'intervention de Mme Leduc, ça met la table pour dire « Oups, gang, on va se parler. » Merci. Merci à vous. On s'entend sur une chose. Là, ça prend un terrain, puis ça prend des plans, puis ça prend de la documentation pour déposer un projet. Puis on va au moins le déposer. On va au moins le déposer pour avoir une chance d'avoir l'aide financière. Si jamais on réalise qu'il y a peut-être un meilleur spot, un meilleur endroit, on a toujours le loisir de réajuster un élément ultérieurement avant une implantation. Ça s'ajuste. Mais à l'heure où l'on se parle, si on veut déposer un projet, ben ça prend un site lors du dépôt. Je ne dis pas que ça ne s'ajuste pas. Moi, ma lecture du résultat des consultations n'est peut-être pas le même que tout le monde, peut-être, là, mais du coup, je lis noir sur blanc. Là, infrastructure sportive, idée principale, nouvelle aréna, c'est le premier élément qui ressort, etc. Bref, ça en parle beaucoup dans le rapport de consultation, mais bon, on lit peut-être pas la même chose ou on n'a peut-être pas la même interprétation de la lecture. Ceci étant, j'estime que c'est pas en porte-à-faux. Mais si on se rend compte que ça fonctionne pas puis qu'il faut aller ailleurs, on essaiera de regarder ensemble ailleurs, mais je le vois plus là, ailleurs parce qu'on a tout fouillé pour trouver un ailleurs. Et derrière la polyvalente, vous pouvez en discuter avec la direction du centre de services scolaires. Nous, ça a été clair et manifeste que si on allait là, il n'y avait plus d'appui. Il n'y avait plus d'appui de leur part, et s'il n'y avait plus d'appui, on connaît la conséquence. Il n'y aura pas d'aide financière. Le ministère de l'Éducation ne dira pas oui à un projet qui n'est pas supporté par l'un de ses bras. Ça, c'est clair. C'est clair. Fait que c'était une forme d'impasse qu'on a eue. C'est une forme de chantage qui est inacceptable. On s'est retrouvé dans l'impasse. Organisme public. Mais je comprends les besoins qu'ils ont, mais l'empiètement, on ne le connaît pas avec précision. Mais le besoin, c'est clair. C'était déjà canné. Je ne veux pas allonger la discussion. C'était déjà canné, puis solidement canné. Il y a eu des protocoles. Puis souvenez-vous aussi de la réunion qu'il y avait eu, je pense que c'était en novembre 2019 à Saint-Magéric, où il y avait eu une opération consultation publique, où il y avait une centaine de personnes. Il y en a des choses qui ont été dites à ce moment-là. Absolument. Il y en a des choses. Absolument. En consultation, on l'a répété, on l'a répété. Absolument. Puis, comme Gabriel, que vous aviez chacune une interprétation différente de la planification stratégique, moi, ça m'interroge pour la suite des choses. C'est pas la planification stratégique, c'est le rapport de consultation sur les requalifications des terrains, celui-là. Parce qu'on pourra le redéposer, le rapport. Le message est lancé. Oui, c'est bon. Ouais, on est là. Parfait. Merci. Merci, M. Dupé. Oui. Le temps est expiré depuis un bout, mais on vous écoute. Un petit 2 minutes. Bon, Pierre-Alexandre Roussel, je vais essayer d'être bref. Lorsque j'ai lu le communiqué de presse annonçant la sélection d'un nouveau terrain pour la construction de l'aréna, un seul mot m'est venu en tête, déception. Une opportunité comme celle-ci qui s'offre à nous avec le terrain du MTQ, ça arrive très rarement. De par son emplacement et sa dimension, il donne espoir quant à la vision d'un centre-ville inclusif, rassembleur, axé sur la nature, la culture, le communautaire et surtout dans les axes de la planification stratégique 24-34. Des terrains comme ce dernier permettant de mettre en place les idées et la vision de la population, il n'y en a qu'un seul. Des terrains potentiels pour l'accueil d'un aréna, je suis certain qu'il y en a plus d'un. Ma question pour vous. Excusez, j'ai un dernier point. J'ai l'impression que la Ville est en réaction à une situation hors de son contrôle et qu'elle prend le terrain du MTQ comme une solution de rechange rapide suite au retrait de l'appui du centre de services scolaires pour l'utilisation du terrain CE-Pouliot, et ce, sans se soucier de la voix des citoyens quant à l'avenir du terrain du MTQ. Ma question pour vous. Quand est-ce que la commission scolaire vous a avisé qu'elle ne supporte pas le projet derrière CE-Pouliot? La réponse, c'est lors des consultations sur la requalification des terrains du centre-ville l'été dernier. Ça en est suivi des rencontres, je dirais, un peu rock and roll, parce qu'on n'était pas d'accord avec cette vision, parce que nous, on persistait à vouloir aller là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se rende compte qu'il ne changerait pas d'avis et que le prix à payer, au final, serait qu'on risquait gros de ne pas avoir la subvention. Fait que la réponse première a été, je crois, en juin ou en juillet dernier, il y a donc une dizaine de mois passés,
il y a eu un 5-6 mois de brasse camarades et de discussions et de brasse camarades. Quand on a fini par plier les chines parce qu'on ne gagnerait pas là-dessus, bien, on a ramené la question au conseil municipal et là, on a eu aussi énormément de débats, plus ou moins houleux, dépendant des circonstances, sur les suites à donner à tout ça. Et on a fini par trouver une forme de voie de passage qui me paraissait consensuelle, mais peut-être pas, je ne sais pas. Je sais plus. Le conseil a commencé à travailler là-dessus à quelle date environ? C'est à l'hiver. Je dirais en janvier ou février. Je n'ai pas la date précise, c'est janvier ou février. C'est à l'hiver parce qu'on a les dernières discussions avec le centre de services scolaires avant de... En fait, il y a eu. Le conseil était au courant de démarche, mais on gardait espoir qu'on trouve une voie de passage derrière le terrain de la polyvalente. On gardait cet espoir-là jusqu'à peu près en janvier ou février. Et ensuite, on a dû se repositionner au conseil puisqu'on a dû lancer la serviette. Parfait, merci. Merci à vous. Voilà, on a pris plus que le temps de la période normale de questions, mais ça va. Je comprends les enjeux pour ce soir. Une petite dernière pour la route. Madame Jalbert. Ah, allez-y. Tania Jalbert-Sanson, résidente du quartier du Centre-Ville. Donc, aussi ici, suite à l'annonce d'aujourd'hui, surprise, oui, là, pas tant. Pas très surprise. Fait que je nous ramène au centre-ville, la gang. En 2022, suite à beaucoup de pression quand même des citoyens, là, on a eu une belle réponse de notre conseiller au centre-ville pour faire de la rue Morin un sens unique, pour trouver une solution, en fait, au fait que la circulation était beaucoup trop rapide et il y avait énormément d'enfants qui marchaient à 4 heures. Ça, bien entendu, c'était avant la construction de la nouvelle bâtisse d'Energica. Donc, ça nous donnait une opportunité de ne pas circuler dans des stationnements qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire celui d'Energica et celui du Cégep. Donc, ce qu'on doit faire tous les jours de notre vie quand on habite sur la rue Morin. Donc, c'était très viable à ce moment-là, malgré le fait que 4 ans plus tard, c'est respecté par à peu près 30 des automobilistes, je dirais. Oh my God. Même si je sais qu'on a une ancienne résidente qui détient encore des maisons sur la rue qui fait des pressions quand même auprès de la Ville depuis ce temps-là parce que pour elle, ça ne fait pas de sens et je la comprends. Je pense que cette annonce-là, ce matin, m'a comme poussé à faire « Et là, ça ne fonctionnera pas dans le centre-ville, certainement pas, cette avenue-là. » Donc, je me questionne, en fait, par rapport à la circulation dans le centre-ville qui était problématique et qui l'est encore plus maintenant. D'autant plus que, puis je fais un clin d'œil à M. Dupuis parce que depuis plusieurs années, il mentionnait que le stop à l'avant de la radio était fermé le soir, puis il ne comprenait pas parce que sécuritairement parlant, les gens ne se faisaient pas une habitude d'arrêter à cet endroit-là. Et ça a été changé. Et ça a pas mal changé de choses dans le centre-ville quand même. Et aussi le fait que ce soit un sens unique, ça, malgré que 30 l'utilisent, on a quand même un couloir de marche. Fait que quand il y a plein d'enfants dedans, bien, c'est clair que les autos font attention. Mais quand il n'y a pas d'enfants dans le couloir de marche, puis comme c'est un sens unique le matin, de la relevée de la collecte de déchets, là, c'est où qu'on met nos vidanges, nous? Dans le couloir de marche. Fait qu'il n'y a plus de couloir de marche. Fait que pour moi, le matin, quand ma fille va à l'école, le matin de la collecte, il ne sert à rien, le couloir de marche. Il est même plus dangereux parce qu'il réduit l'espace circulable dans la rue. Dans le fond, ma question est la suivante. Ah oui, puis la régie intermunicipale ne peut pas respecter le règlement du sens unique parce que, vous le savez, elle ne peut plus passer en dessous de l'arche au cégep parce qu'elle l'a déjà arraché. Fait que eux autres, il faut qu'ils refont la rue dans l'autre sens. Fait que tout le monde met les vidanges de mon bord, mais finalement, le truck, il fait les deux bords pareil parce qu'il ne peut pas faire le tour. C'est assez bizarre comme affaire. Fait que ma question, c'est la journée où il va y avoir un tournoi de hockey, une funéraille, une journée porte ouverte à Demeure-toi, puis spectacle de fin d'année à l'école Saint-Rosaire. Comment on va gérer la circulation? Et j'espère que je me demande si, en amont de ce projet-là, les entrées et les sorties du terrain vont être réfléchies parce que clairement, en ce moment, la circulation n'est pas du tout adéquate pour assurer le retour sécuritaire de mon enfant et de celui de plein d'autres à la maison. Et je comprends que c'est très sanguin, le sport.
Puis je suis contente qu'il reste des galettes de terre autour du terrain du MTQ. Je les vois tous les jours, les sportifs qui se rendent au cégep, parce qu'ils là, sont rendus qu'ils se stationnent dans la rue Morin, bord en bord. Fait que je me demande si ça va être réfléchi vraiment dans ce projet-là, parce qu'en ce moment, c'est très problématique. Absolument. Merci. On est sensibilisé à ça. D'ailleurs, votre conseiller nous a déjà sensibilisé à ça, d'où le fait qu'on va en études de circulation et d'optimisation des espaces. Parmi les études en question, on doit aussi planifier... en fait, c'est pas nous qui va faire l'étude, on va mandater des professionnels pour ça, mais on doit aussi regarder l'option style corridor de marche à l'intérieur de ce terrain-là. Corridor sécuritaire, pour s'assurer qu'il y ait une fluidité et que ce soit sécuritaire pour nos jeunes. On a le pavillon de la découverte, où c'est vraiment des petits mousses de prématernelle, maternelle qui sont là. Là, il n'y a pas de... On n'a aucune marge de manœuvre sur la sécurité. Il faut vraiment que ce soit ultra bien pensé. Ce que le Centre de services scolaires est nous dire ou confirmer publiquement ce matin, c'est leur intention de travailler avec nous autres sur l'optimisation des espaces. Le pavillon de la découverte est contigu au terrain dit du MTQ. On peut-tu faire de quoi ensemble pour, avec une plus grande galette de terrain, ça donne plus de marge de manœuvre pour jouer sur des éléments de sécurité puis optimiser la sécurité. Ça, on y tient vraiment. Il y a des mandats professionnels qui vont être donnés à court terme à cet effet-là. On n'aura pas le résultat avant la date limite du dépôt au FIRSPA. Mais encore une fois, je le disais tantôt, s'il y a du fine-tuning à faire sur ce genre de trucs qui sont en dehors du bâtiment, tout va être fait. Tout va être fait de la meilleure manière que possible. Je peux vous l'assurer, on ne lésinera pas là-dessus. Fait que ça m'amènerait une deuxième question. Est-ce que... Oui. Oui. Oui, question. En fait, il y a certains éléments là-dedans, entre autres les travaux Energica qui initialement ne devaient pas empiéter sur l'ensemble du stationnement. Donc, quand les travaux ont débuté, ils sont venus à demander à élargir, ce qui a causé la problématique là, des sens uniques parce que ça ne devait pas se produire. De ce que j'en comprends, Energica devrait ouvrir son nouveau bâtiment dans les jours à venir ou les semaines à venir. Donc, j'ai espoir que ça puisse venir enlever une certaine pression. Puis sur toute la question des corridors scolaires, c'est d'ailleurs une question qui va être adressée par le tout nouveau comité en mobilité sur la création de corridors scolaires qui doit se rencontrer pour la première fois le 8 juin. J'ai un oui ici. Donc, le 8 juin, va tenir sa première rencontre et le point d'ordre, en fait, ça va être la sécurisation du tronçon Jacques-Cartier, la traverse piétonnière entre le pavillon Saint-Rosaire et de la Découverte. Donc, ce secteur-là va être à l'ordre du jour de ce comité de mobilité durable. Super. Est-ce que pour les résidents de la rue Morin, on peut espérer aussi qu'il va y avoir peut-être une observation, une étude de comment ça fonctionne actuellement, parce que honnêtement, cette annonce-là m'a fait venir ici, mais j'étais pour venir de toute façon. Ça a juste précipité ma venue. Je pense pas que... ce que je crois, c'est que autant Energica que le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs, ça fait 16 ans que je suis résidente de la rue Morin, ils ont déjà complètement fermé la rue en haut parce que c'est leur stationnement. Pourrait décider demain matin de fermer ces deux rues-là. Donc, dans ces cas-là, les résidents feraient quoi? Donc, voilà. J'aimerais ça vraiment qu'on se penche sur cette question-là parce qu'elle amène beaucoup de problématiques actuellement. Oui, Energica, pour moi, c'est problématique, mais je circule là tous les jours puis je vois pas comment les gens vont pouvoir passer d'une rue à l'autre de toute façon, là, honnêtement. Et actuellement, on parlait des petits mousses de la Découverte, mais il y a beaucoup de petits mousses dans le premier CPA de Gaspé qui est sur la rue Bolduc, qui actuellement traversent la rue avec leurs parents et c'est drôlement dangereux parce que c'est là où tout le monde passe maintenant. Là, et sur la rue Morin. Donc, ce serait bien qu'avant de faire un projet de cette envergure-là, que ces rues-là, ou du moins cet environnement-là, soit évalué pour s'assurer de la sécurité de tous. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Là, je vais la clore, la période de questions du public. On a plusieurs points de résolution. C'est rare qu'on ait autant de public, fait qu'on va... on s'est permis d'être un peu plus permissif ce soir. Les règles de régie interne ne prévoient pas de cumul, mais c'est pas grave, M. Michaud, bonne tentative. Donc, ça met un terme au point 6 de l'ordre du jour. Je vais aller avec les points de résolution. Les points de résolution, en 7.1, nous avons les comptes du mois.
La recommandation est de prendre d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 92 268,24 et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13 sur la délégation de pouvoir pour des activités financières d'1 577 285,37 et des investissements de 241 379,59. 379, oui, et 59. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 8.1, soumission, taux de location de machinerie lourde 2026-2027. On fait ce processus-là à chaque année pour aller voir c'est quoi les équipements disponibles sur le territoire et à quel coût si on a besoin d'équipements que la Ville ne possède pas. La recommandation est d'accepter les taux de location de machinerie lourde comme indiqué au répertoire 26-27. Les taux seront validés du 1er avril 26 au 31 mars 27. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, tout le monde est d'accord? Oui. Même principe en sable, gravier et autres matériaux. Ouverture de soumission auprès des entrepreneurs locaux. Recommandation d'accepter le répertoire des offres de services pour la fourniture de sable, gravier et autres matériaux pour 2026-27. Ces taux, tels qu'indiqués au document, sont valides du 1er mai 2026 au 30 avril 2027. Quelqu'un propose? C'est M. Rothman-Aubé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 8.3. Ouverture de soumission pour des services professionnels en architecture. Pour la conception des plans et devis et d'autres services connexes pour le remplacement de l'escalier liant la rue Arbour et la rue Adams. Ça inclut les analyses de sol et la gestion de projet. On est allé en appel d'offres, donc, auprès de 3 firmes d'architectes de la région. Une seule a répondu, firme locale, Atelier Balsar Architecte. La recommandation est d'accepter leur soumission. La recommandation est donc d'octroyer le mandat de service professionnel pour la conception de plans et devis pour le remplacement de l'escalier entre la rue Adams et la rue Arbour à Atelier Balsar Architecte au montant de 85 575 $ plus les taxes applicables. Ça inclut les tests de sol qui sont de 20 quelques mille dollars d'ailleurs. Et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1548-25, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Loisirs et culture, 931, abrogation de la résolution 24-06-056, qui était un engagement de la Ville dans un projet pilote de box-up, en fait, on a trouvé des alternatives plus avantageuses que ce projet-là. Donc, on va venir rayer cette résolution-là. La recommandation est donc d'abroger dans son intégralité la résolution 24-06-056, adoptée le 17 juin 2024. Que la Direction des loisirs et de la culture est autorisée à transmettre officiellement l'avis de retrait aux responsables du projet Box-Up. Que la Direction des loisirs et de la culture soit chargée de réorienter les efforts vers le déploiement des coffres circonflexes. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 932, entente avec l'organisme Loisirs Petit Cap pour la gestion du bâtiment communautaire multifonctionnel L'Amicale, du chalet des sports, de la patinoire extérieure et des terrains sportifs à Petit Cap. La recommandation est d'approuver les termes du protocole d'entente de gestion entre la Ville et l'organisme Loisirs Petit Cap pour la gestion des immeubles du 20 rue du B et 439 boulevard de Petit Cap, tel que présenté, que le Conseil mandate le maire et la greffière à signer la dite entente et autorise la greffière à y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, tout le monde est d'accord? Oui. 933, autorisation de signature pour une entente de partenariat avec le Cégep pour la galerie d'art Chrysalide. C'est une entente d'exposition professionnelle et d'activités de médiation culturelle d'un montant de 9 921 $. La recommandation que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer l'entente de partenariat avec le Cégep concernant la galerie d'art Chrysalide. Que la greffière soit autorisée à apporter des modifications mineures à la dite entente si nécessaire et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 90 999. Quelqu'un propose? Monsieur Keys? Tout le monde d'accord? 934, aide financière à Ensemble pour un accès aux ressources marines. C'est pour un événement, tournoi de pêche à la mer plus. Ça va s'appeler, je pense, Festimère ou Festipêche. Ça va être du côté de Rivière-au-Nord au début août. Le 1er août, la recommandation est d'accorder une aide financière de 3 000 $ à Ensemble pour un accès aux ressources marines afin de soutenir les coûts reliés à cet événement-là. Que le montant sera
octroyée à l'organisme sous réception d'un rapport d'activité et présentation des pièces justificatives et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un propose? J'ai entendu M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Travaux publics 941, demande de prix pour la fourniture d'un tracteur à gazon commercial. Là, on est allé en demande de prix auprès de trois fournisseurs locaux. On a reçu une seule soumission qui est conforme. Recommandation. Octroyer le mandat de fourniture d'un tracteur à gazon commercial à garage Harry Stanley au montant de 5 849,10 plus taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1487-22, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Giroux-Bossé? Tout le monde est d'accord? Demande de prix maintenant pour l'acquisition d'une remorque basculante de 10 000 livres. Là aussi, on est allé en demande de prix auprès de fournisseurs locaux. On a reçu 2 soumissions conformes, donc on va avec le moins cher. Recommandation d'octroyer le mandat de fourniture d'une remorque basculante de 10 000 livres à Fox Marine Sport Inc. au montant de 12 500 $ plus les taxes applicables. Que la direction des travaux publics soit autorisée à confirmer la commande auprès du fournisseur retenu et que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1487-22. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? 951, aide financière aux organismes. La recommandation est de confirmer par la présente les aides financières suivantes. Au Barracuda de Gaspé, une somme totale de 2 525 $ pour un chronomètre électronique et le nage au thon. Au comité de Balmol de Gaspé pour le tournoi de softball adulte, 900 $. Conseil des loisirs de L'Anse-à-Valo pour un atelier de tissage, 600 $. Que ces aides financières soient imputées au poste budgétaire 03 700 00 000, qui sont les réserves financières en aide discrétionnaire du Conseil. Quelqu'un propose? Ah, j'ai entendu en stéréo. M. Rothman-Aubé propose. Tout le monde est d'accord? Aide financière au Sentier du bout du monde en 952. La recommandation est d'octroyer une aide financière de 12 000 $ à Sentier du bout du monde afin de soutenir leurs opérations d'entretien des sentiers de vélo de montagne au centre de ski du mont Bechervaise pour la saison 2026, que ce soit imputé au surplus non affecté. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? 961, point juridique, servitude de branchement à l'aqueduc pour le lot 5 517 029 cadastres du Québec dans le secteur de Rivière-au-Nord. La recommandation est de consentir à la constitution d'une servitude permettant l'installation, le maintien, l'entretien et le remplacement s'il y a lieu d'un tuyau permettant le branchement de la résidence située sur le lot 5 517 029 cadastres du Québec à la conduite principale d'aqueduc située dans l'emprise de la rue de l'Aréna et traversant ainsi le lot 4 93 016 cadastres du Québec, propriété de la ville de Gaspé. Que les frais de notaire et d'arpentage pour la constitution de la servitude soient à la charge exclusive des contribuables concernés. Que la servitude soit signée avant le 31 mars 27, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? En 962, bail de longue durée à Delner Wind Solutions, en français Delner Solutions éoliennes, pour les années 2026 à 2036. La recommandation est que le Conseil autorise la conclusion d'un bail entre la ville de Gaspé et la compagnie Delner Wind Solutions relativement à la location de locaux situés, j'ai un petit bug technique, situés, on disait, dans l'immeuble du 1 rue des Cotons à Gaspé, portant les numéros 1 et 1A. Donc, c'est un bail de 10 ans assorti d'une clause de renouvellement d'un autre 10 ans. Quelqu'un propose le bail à Delner. Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Delner Wind Solutions étant un nouveau joueur dans le milieu éolien au Canada, au Québec. Une seule usine au Canada à Gaspé, fabricant de freins d'éoliennes. C'est l'entreprise qui a racheté Kuma Brakes, qui fabriquait des plaquettes de freins. Eux, ce qu'ils fabriquent, c'est des systèmes complets de freinage, à partir de la technologie Kuma, certes, mais ils font des systèmes complets de freinage et des systèmes hydrauliques également pour l'industrie éolienne. Ils sont dans d'autres industries ailleurs dans le monde, mais ici, ils commencent par l'éolien. Il y a des potentiels assez intéressants de développement de cette entreprise-là sur le territoire. On verra la suite. On commence par un bail. 963 maintenant. Madame la greffière adjointe, je vous cède la parole.
Donc, adoption d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de l'Assemblée de consultation. Premier projet. Donc, il sera proposé et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit adopté. Règlement 1156-11-71, règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en ajoutant à l'article 20.7 vente, trottoirs et marchés publics un 4e point au 2e paragraphe que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 19 mai 2026 à 19h. Merci beaucoup. Quelqu'un propose le règlement? M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Ça s'inscrit globalement dans une démarche. En fait, il y aura assemblée de consultation, certes, là, mais globalement, c'est les marchés publics de Gaspé vont changer de lieu. Ils ont été quelques années au berceau, quelques années à la gare. En fait, à la gare d'abord, au berceau ensuite. Maintenant, on souhaite passer du côté dans le parking de l'Arena, si on veut, avec pignon sur rue, du côté de la rue. Si ça n'a pas été annoncé officiellement, ça va l'être sous peu de toute manière par la MRC, ça a été fait. Le communiqué de presse a été émis. En tout cas, je l'avais approuvé avec mon chapeau de préfet, fait que M. Sergerie nous confirme qu'il a été émis. Donc, c'est pas une surprise. Donc, ça implique d'avoir un amendement à notre règlement de zonage pour permettre des marchés publics dans le secteur, d'où ce projet de règlement. Fait que ça a été proposé et résolu. En 971, on a en fait, le point s'appelle Centre de formation professionnelle CE Pouliot. C'est une aide financière pour une bourse d'études au gala de fin d'année en formation professionnelle, comme on fait chaque année. La recommandation est d'octroyer une aide financière de 200 $ au Centre de formation professionnelle CE Pouliot pour offrir une bourse dans le cadre de la soirée reconnaissance de formation professionnelle qui aura lieu le 4 juin prochain. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 702 90 999. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, tout le monde d'accord? 972, ouverture de soumission pour les travaux de restauration au manoir Le Boutillier. J'en parlais lors de la période de questions. On est allé en appel d'offres public pour... en fait, rappelons-nous qu'on a eu une aide financière qui a été annoncée il y a 1 an et demi passé par le ministre de la Culture qui couvrait, grosso modo, ça va jusqu'à 80 % de l'aide du projet. Merci, monsieur le directeur adjoint. Donc, subvention maximale d'1 053 000. On est allé en appel d'offres pour la réalisation des travaux. On a reçu une seule offre qui est un peu au-dessus de nos estimations. Ça fait en sorte que l'aide financière finale ne serait pas à 80 %, ce serait un peu moins que 80 %, mais c'est quand même très intéressant parce que l'aide initiale était de 50 %. Elle avait été bonifiée à 80, mais elle ne sera plus à 80 parce que les coûts sont légèrement plus élevés. Comme il y avait un seul soumissionnaire, on a pu négocier avec lui, ce qui n'est pas possible dans un processus d'appel d'offres, sauf lorsqu'il y a un soumissionnaire. Il y a une légère réduction du prix. Voilà. Fait que la résultante finale, après négociation, c'est que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation des travaux de restauration du manoir Le Boutillier à rénovation CM pour un montant maximal de 1 424 900 $ plus les taxes applicables. Et que la restauration des fenêtres soit réalisée à l'heure avec un coût maximal qui était celui fixé par la soumission. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1557-25 pour un montant de 1 203 092, ce qu'on avait estimé, plus les taxes applicables. Et le solde au règlement d'emprunt 1479-22, c'est un règlement général sur nos immobilisations où il y avait un solde qu'on pouvait utiliser pour payer le solde. Et là-dessus, il faudra enlever à terme 1 053 900 $ subventionnés par le ministère de la Culture. Fait que le coût net pour les contribuables de Gaspé est de moins de 400 000 $ pour des travaux d'1,4 million. Quelqu'un propose la résolution? Je propose. Madame Giroux-Bossé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 973, contribution financière à titre de compensation au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs pour des travaux de protection et de stabilisation d'une partie de la rue des touristes. Là, c'est des obligations légales qu'on doit rencontrer, des obligations de compensation pour l'empiètement sur un milieu naturel. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur général adjoint ou le directeur de l'ingénierie à aviser le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs qu'il accepte les conditions énoncées au préambule au terme du préavis relatif aux conditions, restrictions ou interdictions prescrites par le ministre lors de la délivrance d'une autorisation adressée à la Ville de Gaspé le 21 avril 2026. Que le directeur
général, le directeur général adjoint ou le directeur de l'ingénierie soit autorisé à verser la contribution financière à titre de compensation de 212 116,24 $ au ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, la faune et les parcs, que la dépense soit imputée au programme d'aide financière suite aux inondations de décembre 2016 du ministère de la Sécurité publique ainsi qu'au futur règlement d'emprunt, que la résolution 2603-020 soit abrogée. C'est une compensation monétaire pour le moment, mais on pourra développer un projet de compensation naturelle, physique, à la place, éventuellement. Ça fait partie du deal global qui est au préambule de la résolution. Quelqu'un? Exactement. Et le montant sera remboursé, nous précise le directeur général adjoint. Quelqu'un propose la résolution? Monsieur Denis, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On passe en ressources humaines. 9 points. D'abord, 9.8.1. Fin de la période d'essai du titulaire au poste de directeur du service de la protection contre les incendies. Période d'essai de 12 mois. La recommandation est de confirmer que la période d'essai réalisée par le titulaire du poste de directeur du service de protection contre les incendies, M. Marc Grenier, a été concluante et que la personne est confirmée dans son poste selon les modalités prévues à son contrat. Quelqu'un le propose? J'ai entendu M. Denis d'abord, j'ai entendu en stéréo. M. Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 9.8.2. Fin de la période d'essai du titulaire au poste de directeur poste de préposé d'aréna journalier. La recommandation est de confirmer officiellement M. Brent Rooney dans sa fonction de préposé d'aréna journalier à la ville de Gaspé, salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Quelqu'un propose? M. Keys? Tout le monde d'accord? Oui. 9.8.3, démission d'une pompière. La recommandation est de mettre fin au lien d'emploi de la pompière ayant le numéro d'employé 80-014 à la direction du service de protection contre les incendies et que la personne soit avisée que l'équipement qui a été prêté doit être retourné le plus rapidement possible si ce n'est pas déjà fait. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? On a un transfert de caserne pour un pompier en 9.8.4. La recommandation est d'accepter le transfert de M. Francis Patterson de la caserne de Cap-des-Rosiers vers la caserne de Gaspé. Quelqu'un propose? M. Keys propose. Mme Giroux-Bossé, vous ne vous opposez pas? Ça vous fait de la peine d'en perdre un? Est-ce que c'est un vote unanime? Non, oui, c'est correct. Oui, c'est correct. Je vais le laisser déménager. C'est donc résolu unanimement, merci. 9.8.5. Embauche de sauveteurs à la plage pour l'été 2026. La recommandation est d'autoriser l'embauche des sauveteurs suivants pour l'été 2026, soit messieurs Louis, Jacques et Julien Tissier. Que le nombre d'heures varie entre les différents sauveteurs et assistants sauveteurs selon leur disponibilité, formation et besoins de l'employeur au niveau légal. Que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche des sauveteurs selon la formation des différentes personnes salariées, soit de 18,44 $ pour les assistants sauveteurs, de 22,3 $ pour les sauveteurs ayant une formation sauveteur nationale et de 24,43 $ pour les sauveteurs ayant une formation sauveteur océanique et ou plage continentale. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 701 40 141. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. L'équipe de sauveteurs sera ainsi complète avec ces deux ajouts. 986, embauche d'un aide à l'entretien et le désistement d'une autre personne pour l'été 2026 et les emplois étudiants. La recommandation, c'est d'accepter la démolition, pardon. J'espère qu'il va me pardonner. La démission. Je pense que je commence à être fatigué, moi aussi. Je n'ai pas encore eu trop de lapsus jusqu'à date. Voilà. Là, c'est un lapsus monumental. Là. Au moins, je n'envoie pas en congé de maternité, ce qui m'est déjà arrivé entre congé de maladie et congé de maternité. Autre lapsus de fin de séance. Cette fois-ci, c'est d'accepter la démission. La démission. De M. Noah Kennedy au poste d'aide à l'entretien étudiant. Que le Conseil autorise l'embauche de M. Jérémy Proux à la direction des travaux publics en tant qu'aide à l'entretien étudiant pour travailler à l'été 2026 à compter du 22 juin 2026 pour une période de 8 semaines. Que le salaire horaire versé sur celui prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant soit 19,87 $ l'heure. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 141. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Avec la démission ou la démolition, vous êtes d'accord? La démission. Ah, OK, phew. 987. Embauche au poste temporaire pour 2 journaliers.
La recommandation est de procéder à l'embauche de M. Denis O'Connor au poste de remplacement temporaire de journalier en date du 5 mai 2026 jusqu'au retour de la personne remplacée. Que le Conseil procède à l'embauche de Mme Martine Sainte-Croix au poste de remplacement temporaire de journalière en date du 11 mai 2026 jusqu'au retour de la personne remplacée. Que les conditions d'embauche soient les mêmes pour les deux, soit la classe 1 de l'échelon 1 de l'échelle salariale des cols bleus de la Convention collective en vigueur. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 141 pour la première et 02 701 58 141 pour la deuxième. Quelqu'un propose? Madame Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Notez que c'est plutôt rare et on est bien content de procéder à l'embauche d'une dame dans un poste de journalière. C'est toujours des journaliers et là, on a une journalière. Enfin, on est content. Donc, Madame la conseillère, merci de l'avoir proposé. 988, adoption de la description de fonction d'un chef d'équipe sauveteur et la nomination à ce titre. La recommandation est d'adopter la description de fonction de chef d'équipe sauveteur et la rémunération additionnelle de 15 % en prime à son salaire de sauveteur. Que le Conseil nomme M. Jérémy Hamel pour occuper la fonction de chef d'équipe sauveteur pour l'été 2026 et que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 701 40 141. Quelqu'un propose? M. Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 989, attribution à l'interne du poste annuel de chauffeur journalier. C'est surtout un départ à la retraite. La recommandation est que le Conseil procède à l'attribution du poste annuel de chauffeur journalier à M. Jean Smith dès que la personne salariée sera de retour au travail, que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées, soit la classe 2, échelon 4, que la période d'adaptation débute à sa date d'entrée au travail pour une période de 2 mois, que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 141 pour 62 % et 02 330 00 141 pour 38 %. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, tout le monde d'accord? En adoption de règlement 10.1, Madame la greffière adjointe. Oui. Alors, adoption du règlement 1170-12-08, considérant qu'un avis de motion de ce règlement a été donné aux membres du Conseil, lesquels déclarent avoir reçu copie du présent règlement préalablement à son adoption, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Donc, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1170-12-08, amendant le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme 1170-12 en remplaçant le chapitre 3, dispositions générales relatives aux permis et certificats, en modifiant l'article 5.1, nécessité du permis de construction du chapitre 5, permis de construction, en supprimant l'avant-dernier alinéa et ajoutant un 8e et 9e point, en ajoutant un chapitre 6.1, déclaration de travaux, en modifiant le titre du chapitre 7, tarifs des permis et certificats, en ajoutant un article 7.10, déclaration de travaux au chapitre 7, tarifs des permis et certificats, soit adopté. Merci, Madame la greffière adjointe. Quelqu'un le propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? On l'avait expliqué à la dernière séance. Dans le fond, c'est une simplification le plus que possible de nos processus d'octroi de permis. Au fond, il y a certains travaux qui ne nécessiteront plus une analyse complète de permis, qu'une simple déclaration de travaux va pouvoir faire le travail, notamment lorsqu'on vient remplacer une composante d'un bâtiment par exactement la même composante. On n'aura pas besoin de la demande de permis totale et de toute la grosse patente. Une déclaration de travaux suffira. Genre, changer un bardeau d'asphalte brun par un bardeau d'asphalte brun sur une maison. Là, ça prend un permis, mais ça ne donne rien de plus à la valeur d'un bâtiment. Ça n'a aucun impact sur le visuel. Donc, si ça n'a pas d'impact comme tel, ça ne prendra plus le gros processus de permis, juste une déclaration de travaux pour faire la job. Les détails, les subtilités de tout ça seront diffusés après l'adoption finale qui doit passer par la MRC pour valider la conformité au schéma d'aménagement de la MRC.
Donc, une fois que l'étape MRC sera franchie, l'adoption finale pourra être effectuée et il y aura un processus de communication plus précis là-dessus. Moi, je donne quelques petits exemples tout le temps un peu bonbons, là. Puis, mais par contre, il y a plus que changer un bardeau d'asphalte par un autre bardeau, puis plus que changer une galerie de bois de 8 par 10 par une galerie de bois de 8 par 10. Il peut y avoir bien des subtilités qui vont nécessiter seulement une déclaration de travaux plutôt qu'un processus de permis. Mais le but final, c'est de faciliter la vie du monde, puis aussi de simplifier la vie de notre direction de l'urbanisme qui est très souvent débordée. Je vois notre coordonnateur dans la salle et je sais à quel point ils peuvent être débordés, surtout dans des périodes de l'année très achalandées comme genre printemps-été où tout le monde fait ses travaux. Ben les processus de permis s'accumulent. Ils font vraiment tout leur possible pour que ça aille le plus vite que possible dans l'émission des permis, mais si on peut simplifier la vie des travailleurs puis des citoyens, on pourra faire un bon coup avec ça. Fait qu'il y avait eu une assemblée de consultation à 19h ce soir. Il n'y a personne qui s'était pointé, soit que c'était très clair lors des dernières explications, soit qu'il y a un assentiment général, ou soit que personne ne l'a vu. Mais sachez que le but est de simplifier la vie du monde. Je ne pense pas que personne n'est contre la simplification de nos procédures. Fait que je pense que ça va bien aller pour la suite. On va voir si c'est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Espérons qu'on aura une recommandation favorable là-bas aussi. Fait que ça a été proposé par M. Rotman-Aubé et résolu unanimement. À 11.1, on a un avis de motion. C'est M. Côté qui nous le donne, c'est ça? Oui. Considérant l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, LRQ, chapitre C-19, je donne avis de motion et dépose pour adoption lors d'une prochaine séance de conseil le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1156-11 en ajoutant à l'article 20.7 vente, trottoir et marché public, un 4e point au 2e paragraphe. L'objet de ce règlement est d'autoriser à un marché public l'emploi de conteneurs du 1er avril au 31 octobre, lorsque le ou les terrains sont situés à l'intérieur d'un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1171-12, les conteneurs doivent rencontrer les objectifs applicables prévus à ce règlement. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présents à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. L'avis de motion est donné par M. Côté. On en a parlé un petit peu tantôt pour les marchés publics, secteur de l'Aréna. Voilà. En 12.1, on a le rapport du comité consultatif d'urbanisme qu'on a pris connaissance en séance de travail en détail. Donc, c'est pour adopter le procès-verbal du comité. Quelqu'un propose l'adoption du PV. Monsieur Denis, tout le monde est d'accord? Oui. Ça nous amène à la deuxième période de questions du public de la soirée sur les sujets traités lors de la séance. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va? C'est assez pour ce soir? Merci, M. Dupuis. Bien gentil. Fait que sitôt ouverte à 21h23, sitôt fermée cette période de questions, cette deuxième période de questions du public, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Ce qui met un terme à l'Assemblée. Merci aux gens d'être venus dans la salle. Merci aux gens de nous suivre à la maison. Merci à Télé Gaspé pour la captation. Bonne fête de soirée.